L'organisateur de cette soirée remercie chaleureusement Unicom et aussi la librairie Payot pour leur soutien à cet événement et tous les innombrables acteurs de cette soirée dont la plupart sont bénévoles. Je ne saurais en faire une liste exhaustive, mais il y a tout aussi bien des éditeurs, des artistes, des gens de l'UNIL, notamment de la bibliothèque universitaire. Une mention toute particulière à deux acteurs importants. D'une part, Simon Maté-Doré, qui nous fait l'amitié d'animer ce débat, et un chaleureux merci à tous nos intervenants. Et également à Jean Richard, des éditions d'en bas, qui a organisé le salon des éditeurs et des activités UNIL. C'est donc un grand plaisir de vous accueillir. Vous avez, j'imagine, tous pu recevoir un programme et vous savez que les animations continuent à partir de 21h. Je vous signale du reste juste une petite erreur en ce qui concerne la salle 2064. Le e-talk que nous présentons avec Frédéric Kaplan aura lieu à 21h et non pas à 22h comme il est indiqué sur votre programme. Sinon, je crois que le reste est juste. Donc, sitôt notre moment commun fini, profitez des animations qui auront lieu jusqu'à 22h15 et vous pouvez vous acheter à vous restaurer à la cafétéria de l'Anthropole. Voici donc pour les remerciements et les indications pratiques. J'ai le plaisir d'ouvrir pour une brève introduction cette soirée avant notre débat pour vous proposer quelques brèves réflexions sur la culture digitale par-delà euphorie et nostalgie. J'ai choisi deux grandes figures pour nous emmener dans cette promenade inauguratrice. D'une part, Umberto Eco, qui dans un récent numéro d'un magazine français disait « Le chaos actuel n'est pas une renaissance. Pour moi, l'avenir ressemble bien plutôt à la chute de l'Empire romain. » Alors nous partons de ce point de vue tragique d'Umberto Eco, qui n'est bien sûr pas celui des organisateurs de cette soirée, mais prenons le temps de l'écouter. Ce d'autant plus qu'il a coédité avec Carrière ce livre « N'espérez pas vous débarrasser des livres », où apparaît au fond toute la contradiction des sentiments qui animent les générations qui sont en train de faire la transition entre les médias, puisque dans ce livre, Umberto Eco défend fortement le livre, mais au moment où le journaliste lui demande « Et s'il y a le feu, quel est celui de vos beaux livres que vous emmèneriez ?» Eh bien, notre philosophe italien répond tranquillement « Et ma foi, je prendrai mon disque dur avec toutes mes œuvres dessus. » Alors, voilà qui résume bien la contradiction des sentiments qu'on peut éprouver. Des sentiments contradictoires que Robert Downton, président des bibliothèques de Harvard, assume dans un article de 1999 où il dit « Comme beaucoup d'autres collègues, j'ai peur du cyberspace. Que vais-je y trouver? Que vais-je y perdre? Est-ce que je vais m'y perdre ?» Ce type de sentiment de se perdre dans cette masse d'informations qu'on a sur Internet, Umberto Eco la synthétise en un paragraphe du Vertige de la liste, ce très bel ouvrage de 2009, où il nous dit « Mère suprême de toutes les listes infinies par définition, car en continuelle évolution, le World Wide Web est une toile d'araignée, un labyrinthe. » C'est le seul paragraphe que Umberto Eco consacre à Internet dans tout son ouvrage sur le Vertige de la liste. Et pourtant, dans un autre passage, il explique bien combien le fait de faire une liste, même si elle est chaotique, même si elle est hybride, est une manière d'ouvrir le savoir à l'imaginaire, est une manière de remélanger le monde, comme il le dit, pour faire jaillir de nouveaux rapports entre choses éloignées et pour remettre en doute le sens commun. Alors cette impression de chaos que nous a donnée Internet, elle est peut-être aussi une occasion incroyable de remélanger le monde et de repartir vers autre chose. En 1999, Robert Downton se laissait un peu rêver et disait « Eh bien, je vais écrire un e-book. Je vais écrire un e-book sur l'histoire des Lumières et ce sera quelque chose de spécial. Les lecteurs pourront choisir le contenu, se promener à leur guise. » Il commençait à l'imaginer. 10 ans après, dans son livre « The Case for Books », il reprend ses propos de 99 et constate qu'il n'a pas écrit son e-book. Il dit qu'il va toujours le faire. Mais bon, en attendant, il projette surtout d'ouvrir un site web et d'y mettre dessus directement toute sa documentation historiographique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'un homme
aussi actif. Il a contribué, par exemple, à convaincre Harvard de passer à l'open access. C'est ce qui fait que cet homme-là a un désir et ne le met pas en œuvre. Eh bien, c'est parce que nous sommes, et à mon avis, nous sommes en train d'en sortir, dans une période de transition qui probablement est en train de s'achever maintenant, aujourd'hui, ici en partie. Eh bien, cette période de transition, elle nous avait précisément fait découvrir l'e-book. Mais l'e-book, ce n'est au fond qu'une imitation du livre, comme l'ont dit de nombreux chercheurs, comme l'incunable cherchait à imiter le manuscrit. Les premiers livres imprimés, pas tous, mais pour la grande majorité qu'on a nommé incunables, cherchaient à imiter le manuscrit. Et au fond, nous avons fait pareil avec les e-books, parce que c'est difficile de se détacher d'objets qui nous ont tellement portés. On a commencé d'abord par les imiter tels quels sur la page de l'écran, en faisant des e-books. Mais plus le temps passe, plus nous nous rendons compte que nous allons vers de nouvelles formes de transmission du savoir. Vous avez ici 2 images qui viennent de l'application d'Al Gore Our Choice, sur son thème de l'écologie, que vous pouvez acheter pour quelques francs sur votre système d'application, et qui mêle du son, du film, différents supports. Vous pouvez vous promener, essayez-le, c'est peut-être vers ce genre d'objet que nous allons, qui sait. En tout cas, l'archéologie s'y met, par exemple avec ce bel atlas qui utilise GIS, Google Earth, Atlas, Archéologie Atlas. Les sciences littéraires s'y mettent aussi avec ce projet européen Théatron qui a recréé en 3 dimensions plusieurs théâtres depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et la définition de cette page dit de manière très intéressante que c'est à la fois un outil de recherche et d'enseignement. C'est utilisé à la fois pour comprendre mieux dans la recherche les pièces de Shakespeare, on y joue les pièces de Shakespeare, et c'est également utilisé dans l'enseignement universitaire pour figurer auprès des étudiants ce que c'était une pièce de Shakespeare, et on pourrait imaginer bien sûr la même chose pour toutes les différentes pièces de théâtre à travers les siècles. Une des frontières qui est remise en question avec ce type d'outils, c'est celle entre recherche et enseignement, peut-être aussi entre formation grand public. Le média invite à une mise en commun des discours. Vous avez ici une production en sciences bibliques. C'est le plus ancien manuscrit complet de la Bible, 4e siècle, Codex Sinaiticus, qui était réparti entre 4 grandes bibliothèques. Londres, l'Allemagne, Leningrad et le monastère Sainte-Catherine en Égypte. Et grâce au travail d'un chercheur que nous avons eu le plaisir de recevoir dans notre colloque, David Parker, et peut-être est-il dans cette salle en ce moment, eh bien, ce manuscrit a retrouvé l'entier de sa forme dans le monde virtuel, parce que vous imaginez bien que les bibliothèques ne voulaient pas céder leurs précieux feuillets. Donc ce manuscrit a retrouvé l'entier de son existence, mais seulement dans le monde virtuel, et il est maintenant gratuitement à disposition online. Chaque mot a un hyperlien, et c'est un travail absolument magnifique. Les pages de la Bible se promènent maintenant sur Internet absolument partout. Voici un site musulman salafiste qu'une chercheuse est en train d'étudier à Lausanne et sur lequel, alors je ne sais pas l'arabe, mais à ma grande surprise, j'ai découvert les 2 images que vous voyez. Ce sont des manuscrits grecs du Nouveau Testament. Je suis une spécialiste des manuscrits grecs du Nouveau Testament, mais je les vois en promenade sur un site que je ne suis pas capable de comprendre et visiblement des gens ailleurs que je ne croise pas dans les colloques occidentaux, que je ne croise pas dans mes cercles de recherche, eux s'intéressent aux textes que j'étudie. Et moi, je ne suis pas capable de lire les leurs. C'est ce type de hiatus et de chance, d'occasion aussi interculturelle que je trouve parmi les défis les plus passionnants. C'est un changement de registre de vérité que nous affrontons. Et puisque je suis théologienne, je prends les exemples de ma branche. Le livre nous avait conduit à une vérité figée. Et vous reconnaissez ici Pierre Farel, réformateur neuchâtelois. En passant devant cette statue du côté de la collégiale, j'ai toujours eu peur de recevoir un coup de livre sur la tête. Aujourd'hui, ce même texte, eh bien, nous le percevons plutôt comme fragmentaire, disséminé. Et ici, vous avez l'image qu'on trouve gratuitement online du plus ancien fragment du Nouveau Testament, un petit morceau du papyrus 52 dans l'Évangile selon Jean. Et ce plus ancien morceau du Nouveau Testament nous dit quoi ? Eh bien, c'est Pilate qui médite et qui se dit « Qu'est-ce que la vérité ?»
Alors peut-être que ce nouveau média invite le christianisme dans ce qu'il aurait de meilleur comme intuition à repartir d'un fragment qui interroge sur la vérité plutôt que d'un livre de pierre fermé qui assomme. Le tournant digital des années 2001-2011. Je propose comme hypothèse de lecture de ce que nous vivons qu'après une période de transition, nous entrons maintenant dans une nouvelle étape, marquée par une nouvelle génération. Vous savez, celle d'avant a voulu s'appeler la post-modernité, se définir en fonction de ce qu'il y avait derrière. Il paraît que maintenant, les jeunes, ce sont des bandes digitales. Et cette génération est marquée par le grand changement du web, l'interactivité. Autour de cette interactivité se met en place ce nouveau domaine des humanités digitales, l'expression est née en 2001, et elles prennent une allure décidément interactive, multisensorielle, le visuel, l'oral, l'auditif, le texte, et interculturelle, comme je l'ai souligné avant. Ce monde-là m'enthousiasme. Ce monde-là, j'ai envie de le découvrir et de le créer avec les chercheurs et les étudiants, car il est peut-être temps que les humanités soient délivrées. Merci de votre attention. Alors j'imagine que c'est à moi. Merci d'être là toutes et tous ce soir pour assister dans l'heure et demie qui vient. Je dis 1h30 parce qu'il y aura une demi-heure de questions du public. Rassurez-vous, vous aurez droit à la parole en fin de table ronde. Table ronde qui sera non pas ronde, mais linéaire. J'invite d'ailleurs les participants à s'installer, 2 personnes par table, pour aborder cette question un peu provocante ou provocatrice. Je ne sais pas qui en est à l'origine, probablement Claire Clivat, de qui aura-t-il après le livre, postulant qu'on est peut-être déjà dans une ère où le papier, peu à peu, est en train de tirer sa révérence. Alors on verra si c'est le cas. Je vous présente les quelques intervenants qui nous ont fait le plaisir de venir, certains même d'outre-Atlantique. Dans l'ordre d'apparition, de gauche à droite, Monsieur Pascal Vandenberg, vous êtes le directeur des librairies Payot, donc le point de vue de l'éditeur. On verra un peu sceptique, du libraire, pardonnez-moi, point de vue du libraire, un peu sceptique quand même, vous me corrigerez dans l'heure qui vient, sur cette digitalisation à tout crin. Frédéric Kaplan, qui est à votre gauche, l'homme des robots, l'homme des book apps, chercheur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, parisien. L'homme des robots, ça vous va comme définition? Je ne sais pas. Vous êtes en tout cas quelqu'un qui étudie le rapport de l'homme et du robot, et là au milieu, les nouvelles façons de lire des textes et d'appréhender ce que Claire Clivat appelait justement ces humanités digitales. Monsieur Christian Vandendorp, l'homme qui vient d'outre-Atlantique, qui est un chercheur, professeur de littérature française à l'Université d'Ottawa, au Canada. Vous êtes immergé dans ces humanités digitales depuis le début, quasiment, c'est juste? Même avant? Environ depuis 17 ans. 17 ans? Oui. Alors Claire Clivat nous disait que ça existait depuis 2001. Vous avez vu venir ça avant? Oui. Disons que par la force des choses, je me suis trouvé en charge d'un centre d'écriture avec des ordinateurs, alors pour aider les étudiants en difficulté en grammaire française, alors qu'il n'y avait pas d'outils. Voilà. On m'a demandé de les créer. En les créant, j'ai commencé à réfléchir sur les changements que l'ordinateur impliquait dans la transmission du savoir. Et cela a mené à toute une réflexion, voilà. Et voilà, on était encore dans les années 90, c'était la préhistoire. Les primitifs ont tout inventé. Pierre-Yves Buard, des presses universitaires de Caen, c'est en France. Vous êtes éditeur électronique? Éditeur, ingénieur en électronique. Voilà, parlez bien dans le micro, parce que sinon la dimension électronique est simplement quelque chose de plus, quoi. Une corde de plus à l'arc de l'éditeur. D'accord. Madame Jeannette Frey, directrice de la bibliothèque cantonale et universitaire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et enfin, David Emonin, directeur de la bibliothèque de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Vous aussi, vous venez de la France voisine, comme Monsieur Kaplan.
Merci d'être là. Encore une fois, à vous, public, je vous promets de vous donner la parole dans 1 heure. N'hésitez pas à le faire. J'aimerais que cette table ronde soit un peu plus qu'une table ronde, à savoir un débat. Rêvons. Imaginons qu'il y ait débat. N'hésitez pas à vous interrompre, à lever la main ou disons qu'on aimerait bien que ce soit animé. Cette question, qu'y aura-t-il après le livre ? Est-ce qu'on, et là j'aimerais bien avoir l'avis de chacun pour commencer, est-ce qu'on cherche à se faire un peu peur, entre guillemets ? Je le disais, le livre est-il en train de vivre ses derniers instants ou est-ce que véritablement on est déjà dans l'après-papier ? Monsieur Vandenberg, des librairies Payot, que pensez-vous de cette question ou de la façon dont elle est formulée ? Oui, la façon dont elle est formulée, pour moi, elle n'a pas vraiment de sens en réalité. Ça fait quand même 50 ans passés qu'on nous promet tous les 3-4 ans la fin du livre, pour des raisons diverses et variées. Quand le livre de poche a commencé à exister vraiment en 1958, Jérôme Lindon, patron des éditions de Minuit, a dit que c'était la fin de la création littéraire. Je peux vous en citer d'autres comme ça, même l'Internet, les hypermarchés. Donc déjà sur le marché du livre et sur le livre en tant que tel, même sur des changements de format, on a une tendance à nous promettre une fin prochaine qui n'arrive finalement jamais. À partir de là, je pense qu'il faut bien dissocier quand même 2 choses. Ici, on entend par exemple Claire Clivat ou des universitaires. Il est clair que le numérique est une solution évidente. On le voit avec le codex qu'on a vu tout à l'heure de la Bible, où la dissémination des éléments dans 4 bibliothèques pose un grand problème à un chercheur, à un étudiant. Là, on est dans la recherche et on est vraiment dans le numérique au mieux de ce qu'il peut apporter. Moi, je raisonne sur le numérique, le livre numérique, le e-book, en tant qu'outil de lecture pour le grand public. Donc, on n'est pas exactement dans le même débat. Et sur ce plan-là, je suis plus sceptique. Vous faites déjà une subdivision entre ce qui concernera le grand public et ce qui concernera le monde de la recherche et le monde des scientifiques. Non seulement la recherche et une utilisation professionnelle ou universitaire, mais aussi le grand public. Et à l'intérieur du grand public, il n'y a pas un livre, il n'y a pas une forme de livre. On ne met pas sur le même plan un livre d'art, un guide de tourisme, un roman ou une bande dessinée. D'accord. Alors, je vois certaines têtes hochées et d'autres pas. C'est bien, le débat est déjà lancé. Frédéric Kaplan, vous n'avez pas hoché la tête, donc vous n'êtes pas forcément d'accord. Je pense que c'est évidemment très difficile de faire de la prédiction, et donc la méthode, c'est plutôt d'essayer de se replacer dans des dynamiques un peu plus larges, et de penser comment le livre évolue depuis plusieurs siècles, et en particulier de s'apercevoir effectivement qu'on a prévu la fin du livre, non seulement il y a 50 ans, mais aussi Lamartine au XIXe siècle, quand sont arrivés les journaux, puis quand est arrivé le téléphone, etc. Et donc on a toujours assisté finalement à une réorganisation des médias dans lequel le livre a éventuellement changé de niche particulière. Oui. Mais qui n'était pas forcément la fin. Ceci dit, il y a eu aussi dans l'histoire du livre des transitions, le passage du rouleau au codex, qui ont été un petit peu plus... Il y a moins de rouleaux aujourd'hui que... Voilà. Bon. Donc c'est compliqué de savoir si des formes remplacent... Si les nouvelles formes qui sont en train d'apparaître vont être des successeurs du livre, au point de remplacer le livre papier ou pas. Ce qui est important de voir, c'est qu'il se passe quelque chose qui relève de ce que j'appelle la mécanisation, en fait. C'est-à-dire que le livre, aujourd'hui, il est produit déjà de manière extrêmement mécanisée, c'est-à-dire que toute la chaîne informatique, par exemple, qui permet depuis l'auteur jusqu'à l'impression, elle est digitale. Par contre, ça reste un outil, c'est-à-dire que je sais m'en servir en le lisant, avec des gestes que j'ai appris à l'école, par moi-même, etc. L'étape qui vient juste là, c'est le passage de l'outil à la machine, c'est-à-dire qu'on va commencer à prendre les gestes de lecture et essayer de les faire rentrer en fait dans la machine elle-même. Alors, pour vous, ça semble un peu abstrait comme ça, je vais vous donner un exemple assez concret. Il y a encore 10 ans, tout le monde avait des cartes papier et s'en servait pour partir en vacances. Et il y avait toute une industrie qui était basée là-dessus. Ça valait assez cher. On comprenait pourquoi ça valait cher, parce que c'était difficile en fait de faire une carte. Et en l'espace de quelques années, avec l'arrivée d'outils comme Google Maps, on est passé à un autre mode d'utilisation de la carte et à des transformations assez importantes. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où c'est pas simplement des cartes, mais c'est plus qu'une seule grande carte. On est arrivé à un modèle où l'utilisation est gratuite, mais... On reviendra à la notion de gratuité, qui me paraît centrale. Donc le point qui est important juste dans ce passage, vous voyez, de la carte à Google Maps, c'est le fait qu'on est passé d'un outil, quelque chose que je peux utiliser comme je veux, quand j'ai une carte, je peux m'en servir pour me protéger de la pluie, à une machine.
D'accord. qui a intégré sa propre manière d'être utilisée. Et aujourd'hui, c'est l'enjeu avec les différents livres électroniques, c'est comment aujourd'hui ils deviennent en fait des machines. Ouais, voilà. Et donc vous, à travers Book-App, vous avez développé aussi ce que vous appelez le livre machine. Voilà pour les deux premiers intervenants. Christian Vandendorp, j'ai lu quelque part, vous avez dit que cette révolution numérique, digitale, était la plus importante depuis l'invention de l'imprimerie, si je ne me trompe pas. C'était aux alentours du XVe siècle. Expliquez-nous ce que vous vouliez dire. Oui, c'est sûr que l'imprimerie, on n'a plus à le rappeler, l'imprimerie a modifié complètement le rapport au livre en permettant une diffusion du savoir et du texte écrit qui était impensable dans le monde manuscrit. En l'espace de 50 ans, moins de 50 ans, il s'est publié, je crois, si j'ai bon souvenir, quelque chose comme 20 millions d'ouvrages, alors que l'Europe comptait 100 millions d'habitants. Alors c'est quelque chose de colossal quand on imagine, quand on se représente les conditions de production de ces presses mécaniques encore très rudimentaires. Et là, ce que nous vivons aujourd'hui, pour moi, est une transformation du rapport au texte aussi radicale, peut-être même plus, que ce que l'imprimerie avait entraîné. Quand Claire rappelait dans son petit mot de présentation qui était excellent, la phrase d'Umberto Eco, nous n'allons pas vers une nouvelle renaissance, mais plutôt vers la chute de l'Empire romain. Je dirais en anglais, I beg to differ. Je ne suis vraiment pas d'accord avec cette perspective, tout au contraire. Et pour moi, on démultiplie le rapport au savoir. Si on regarde le livre non pas comme un objet culte, parce qu'au fond, dans le livre d'Umberto Eco, n'espérez pas vous débarrasser des livres, le gros de la discussion est une discussion un peu de collectionneurs nostalgiques, l'un et l'autre vantant les livres rares qu'ils ont réussi à accumuler dans leur bibliothèque. Oui. Ma foi, ça me laisse assez froid, personnellement. Très bien. J'aime bien le livre comme bel objet, et c'est sûr que le livre comme bel objet restera, tout comme les tableaux resteront, etc. On aimera les avoir, les feuilleter. Mais pour le livre qui est nourriture de l'esprit, un support de connaissances, je ne vois pas comment on pourrait rejeter, refuser la digitalisation, le passage numérique. On passe à Pierre-Yves Buard, des presses universitaires de Caen. Vous situez où dans ce qui vient d'être dit? Alors je ne vous demande pas de choisir un camp, c'est évidemment un peu plus fin que ça. Mais par exemple, par rapport à ce que disait M. Vandenberg, cette différence, ce hiatus qui fait déjà maintenant, en 2011, en disant il y aura quelque chose pour les universitaires, pour le monde de la recherche, et puis le grand public, il y aura toujours du papier à toucher, du papier à palper. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça, vous qui éditez des livres électroniques aux éditions universitaires de Caen? Je pense effectivement qu'il y a une question d'usage de toute façon, mais enfin, pour moi, les nouvelles formes de diffusion, les livres électroniques, les exploitations d'Internet, comme on a vu avec la Bible tout à l'heure, sont des choses supplémentaires. Donc, en tant qu'éditeur, on se doit d'intégrer ces nouvelles dimensions et de réaliser pour le support papier comme pour le reste. Donc supplémentaire, vous allez déjà moins loin que M. Vandendorp. C'est un ajout, c'est une augmentation, mais pas forcément la révolution qui est décrite. Quand on parle du papier, du support papier, il présente incontestablement des qualités techniques qui sont supérieures à un iPad, par exemple. En termes d'énergie, une fois que le livre est produit, il ne consomme plus grand-chose. Donc je vais pouvoir le lire dans à peu près n'importe quel contexte, pour peu qu'il ne fasse pas totalement noir. Donc ça, c'est quand même une... Mais peut-être qu'un jour, pourra-t-on dépasser cela, non? Alors, on aura des iPads solaires. On progresse. Dans l'état actuel des choses, c'est pas forcément le cas. Alors effectivement, c'est peut-être un peu... c'est peut-être un point de vue qui est pas assez visionnaire, effectivement. En tout cas, ma préoccupation d'éditeur, c'est de faire en sorte que les publics que je vise puissent consulter les textes dans les meilleures conditions possibles. Il y a des choses qu'on peut faire sur papier qu'on ne peut pas encore faire très commodément, même si c'est possible, avec des livres électroniques tels qu'ils existent actuellement. Donc effectivement, je pense qu'il y a des qualités intrinsèques techniques à chacun de ces supports. Moi, je rejette pas plus les uns que les autres. Les livres électroniques, on en produit, on sait les produire, c'est pas
c'est pas infaisable, effectivement. Maintenant, effectivement, pour les publics auxquels je suis le plus souvent confronté, à savoir les publics universitaires, effectivement, l'électronique présente des qualités qui sont absolument incontestables. Maintenant, il y a aussi une composante qui est importante dans le monde universitaire, qui est le référencement, la possibilité de citer très précisément un passage. Et sur les modes de citation, moi, j'ai pas trouvé de solution totalement satisfaisante. Si ce n'est le livre papier. À proposer. Voilà. Si ce n'est la référence à une page, effectivement, à un moment donné, à une page qui, elle, ne bougera pas. Ouais. Le livre reste encore à inventer. Jeannette Frey et David Bonin, pardon, on doit continuer. Les bibliothécaires, directeur de la bibliothèque de l'EPFL pour David et Bonin, et Jeannette Frey de la bibliothèque cantonale universitaire. Voilà, vous aurez encore du travail dans 5 ou 10 ans, à croire M. Buard. Il y aura encore quelques livres rayonnés dans vos bibliothèques. Comment vous voyez les choses? Est-ce que ces humanités digitales vous touchent déjà, évidemment, dans le quotidien? Est-ce que vous faites déjà des plans sur la comète en disant on va devoir réduire la voilure? Comment vous voyez les choses dans quelques années? Alors pour une bibliothèque comme la BCU, qui est une bibliothèque cantonale et universitaire, donc on s'occupe aussi du dépôt légal, on sera toujours une bibliothèque hybride. Donc on a de toute façon les livres qu'on a déjà, ils vont toujours rester, et c'est pas parce qu'on les numérise qu'on les jette après à la poubelle. Je rectifie pour ceux qui ne le savaient pas. Donc on reste avec en stock de livres. Mais c'est toujours complexe de parler du livre du point de vue d'une bibliothèque encyclopédique, parce que le livre est quelque chose d'assez étrange. Au fond, le livre, c'est comme si vous me dites qu'y aura-t-il après le véhicule? Je dirais il y aura probablement d'autres genres de véhicules, à moins qu'on n'ait plus besoin de se déplacer. Et quand on pose la question, c'est en général parce qu'on a une alternative en vue. Donc, si j'étais une bibliothécaire babylonienne avec les petites tablettes en terre cuite, puis vous me dites qu'y aura-t-il après la tablette en terre cuite? Si j'avais été à la page, j'aurais dit moi je suis mode, j'ai du papyrus à vous vendre. Il y a une différence si on parle du contenant et du contenu. Oui. Je vous en ai apporté quelques-uns, par exemple. C'est un livre, c'est un Barbapapa, si je me trompe. Oui. C'est un livre. En plus, c'est en codex. C'est en codex tout à fait. Donc, c'est un livre relié. Et en plus, c'est un livre sur le sujet qu'on traite ce soir. Il est très rapidement lu, je peux vous le conseiller. Lisez-nous une page de ce magnifique opuscule. C'est le livre Barbotine, qui est l'intellectuel parmi les Barbapapas. Ah oui, c'est celle qui a des lunettes, oui. C'est celle qui a des lunettes, c'est vrai. Barbotine connaît toutes les lettres. Barbotine sait écrire avec une plume ou avec son ordinateur. Ah voilà. Elle a lu beaucoup de livres, et là, curieusement, tous les livres sont analogiques. Ah oui. Mais elle-même, elle écrit ses livres à l'ordinateur, ça c'est sûr. Et elle boit beaucoup trop de café, mais ça n'empêche pas de dormir. Voilà. Sur iPad, on peut trouver ce genre de choses, non? Christian Vondendorp. On trouve des animations bien plus sophistiquées que celles-là. Alors, je dois redoubler. On va pas. Ah oui. Là, évidemment, l'iPad est battu à plat de couture. Je suis bluffé. Merci, Madame Frey, de ce merveilleux exemple. Est-ce encore un livre? Oui. Alors, ça, c'est... Monsieur Vandenberg peut peut-être dire, ça vient de sa librairie, si c'est encore un livre. Alors, pour ceux qui ne voient pas, c'est l'histoire de Hansel et Gretel qu'on a tous lu quand on était jeunes. Donc, pour une bibliothèque comme la BCU qui numérise beaucoup, vous voyez, par exemple, pour numériser ça, j'ai un petit problème. Donc, heureusement, il est sous droit, je ne vais pas le numériser demain, mais disons que numériser cette chose-là, je crois qu'il y a des gens de l'EPFL qui travaillent à la numérisation 3D, ça doit les inspirer. Moi, je suis sûr que ça inspire Frédéric Kaplan. David et Mona, on ne vous a pas encore entendu. Il faut qu'on vous entende. Après le livre, il y aura le livre. C'est un peu ce que nous dit Madame Frey, en quelque sorte. Tant de choses intelligentes ont déjà été dites que je vais essayer d'axer ça sur un autre point. Tant qu'il y aura des auteurs, il y aura des livres, et bien sûr, il y aura des lecteurs. Donc, parlez bien devant le micro. Si l'on considère que le livre est effectivement un médium, c'est un outil de transport d'un contenu, qui va d'un auteur à un lecteur, ou c'est de la connaissance qui va vers un esprit. La question qui nous est posée, si on s'interroge sur la fin du livre, c'est celle de l'évolution de ce médium, de ce moyen de transport.
Donc il est, je crois, à peu près clair que le moyen va évoluer, est en train d'évoluer. Je suis moins sûr que M. Vandenberg que ça sera papier pour le lecteur grand public et puis électronique. Oui. Non, c'est moi qui résumais ça comme ça, mais je n'oppose pas le numérique au papier. Les deux peuvent être complémentaires selon les usages, selon les types de contenus. Il ne s'agit pas de dire c'est ou le papier ou le numérique. C'est ça qui me gêne dans la question. Les choses seront complémentaires. Oui. Je pense que la problématique qui risque de nous arriver beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Parlez bien dans le micro, pardonnez-moi de vous répéter. La problématique qui va peut-être nous faire évoluer beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine et nous faire passer d'un monde hybride, papier électronique, vers un monde complètement électronique, c'est peut-être la crise énergétique. Et je ne veux pas faire l'ingénieur comme ça qui a l'air de poser la question du pétrole, la fin du pétrole, etc. Mais si beaucoup d'objets sont fabriqués en Chine ou en Asie ou transportés jusqu'à nous avec des éléments de pétrole, relocaliser la production d'un certain nombre de choses dans nos pays va coûter très cher. Et au fond, le monde économique va sans doute basculer beaucoup plus vite vers la production numérique qu'aujourd'hui. Alors nous, en tant que bibliothécaires, on a aujourd'hui une grande question, et Jeannette l'a évoquée, celle de l'hybridité ou de l'hybridisation. On a des kilomètres, des dizaines de kilomètres de collections papier qu'il faut gérer pour 10, 20, 50, 100 ans. Je faisais l'hypothèse que le dernier livre sera numérisé en 2159. On verra. Le dernier livre écrit non numérique. Le dernier livre imprimé sera numérisé en 2159. Je faisais ça en décembre dernier, c'était un peu pour rire, mais au moins je ne serai pas là pour dire si je me suis trompé ou pas. Mais c'est cette perspective qu'il faut peut-être s'imaginer. Quand tout aura été numérisé, est-ce que le papier existera encore ? Très bien. Voilà pour ce tour de table. Je n'aime pas beaucoup les citations, n'empêche qu'il y en a une qui m'a été fournie, issue d'un texte de Walter Benjamin par Claire Clivat. Vous ne le connaissez peut-être pas, alors je vais faire assez vite. C'est un texte qui date de 1927. Et Walter Benjamin, qui était à la fois philosophe, critique littéraire, évidemment, qu'on connaît tous, nous disait à l'époque, en 1927, « Le livre, sous sa forme traditionnelle, approche de sa fin. » Donc en 1927, il est un intermédiaire vieilli entre deux systèmes différents de fichiers, donc celui qui produit et celui qui reçoit. Et Walter Benjamin était amené à dire ça parce qu'il voyait déjà, non pas la télévision encore à l'époque, mais les publicités dans les rues, le passage d'une écriture horizontale à une écriture verticale. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas maintenant à la troisième étape ? Et partant de là, est-ce que cette digitalisation, est-ce que ces humanités digitales et le livre qui est là-dedans ne nous amènent pas à être plus intelligents tous ensemble. Peu importe finalement qu'on croit qu'il y aura encore du papier ou pas, mais est-ce qu'on n'est pas déjà à la troisième étape après Walter Benjamin ? Et là, je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Christian Vandendorp, vous me semblez assez... Bon, c'est toujours très difficile de se poser en expert ou de prétendre avoir une réponse à des questions aussi complexes. Est-ce qu'on sera plus intelligents tous ensemble avec l'iPad, par exemple ? J'aime bien votre formule. Je crois que effectivement, nous sommes dans une période d'après-auteur. Qu'est-ce que vous appelez l'après-auteur ? L'après-auteur. L'auteur était important dans des sociétés où le savoir était rare. Et donc, quelqu'un qui le maîtrisait et qui publiait un livre acquérait une stature. Tout le monde est auteur maintenant. Tout le monde veut être auteur. C'est un grand travail collectif. Oui, c'est un travail collectif. On a les outils pour mettre ensemble les apports de chacun, qui peuvent se retrouver dans des sites déjà canalisés dans des sites. On a maintenant un rapport beaucoup plus collectif et donc beaucoup plus anonyme. Mais c'est la mort de la littérature, ça. La mort de la littérature. Alors, que faites-vous de la poésie encore ? La littérature pose un cas vraiment particulier. Michel Foucault avait soulevé le paradoxe extrêmement intéressant que dans le passé, enfin dans le Moyen-Âge, les auteurs en littérature étaient anonymes, alors que dans le domaine des sciences, ils étaient identifiés. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Dans le domaine scientifique, les papiers sont écrits par parfois des dizaines, parfois des centaines de collaborateurs. Donc le nom ne compte plus, sauf pour l'évaluation administrative, mais dans le public, ça ne compte pas. Alors que la littérature s'est réappropriée
depuis le romantisme, la fonction auteur et la magnifier. D'accord, mais vous avez quand même dit tout à l'heure, la notion d'auteur tend un peu à disparaître. Alors je ne sais pas, Pascal Vandenberg, Frédéric Kaplan, qui veut prendre la parole ? Sur la notion d'auteur. Sur la notion d'auteur, oui. Il me semble qu'on touche assez au vif du sujet, là. Ça dépend de quel sujet on parle. Si on parle de gratuité, oui, on a un vrai problème. Moi, je ne suis pas d'accord avec... Enfin, on peut dire qu'il y a... Tout le monde est auteur, oui, effectivement. Après, ma question, c'est et où est le lecteur ? Et comment le lecteur se retrouve dans cette infinie possibilité de texte ? Tout le monde peut écrire et on peut mettre tout ça ensemble quelque part dans un nuage. Je le dis en français, vous avez vu. Après, comment moi, lecteur, je trouve quelque chose. Alors, soit je sais précisément ce que je recherche, là, je vais certainement arriver à le trouver, si la base de données est bien organisée, ce qui n'est pas toujours le cas, et qui nécessite quand même un certain nombre de réflexions. Mais après, quand je suis plus dans... Je sais vaguement ce que je recherche, j'ai besoin qu'on m'oriente, et pas uniquement avec 10 millions de gens ont lu ce livre, vous allez l'adorer. Vous voyez ? Oui. La googlisation du monde, elle est un abêtissement de la planète, en réalité. Chaque lecteur a un besoin spécifique qu'il va falloir être capable de lui proposer à un moment donné. Et ça, c'est un vrai sujet pour moi. Frédéric Kaplan, on peut faire ça avec Book-App, non ? Attendez, juste pour répondre à la première question. Moi, j'ai publié un livre en 2009, qui est un livre papier. Enfin, non, mais aussi, et aussi digital. Ça n'a pas été trop difficile ? Si, c'est toujours très difficile de publier des livres papier, mais... et donc, où chaque page pouvait être augmentée en fait, par les lecteurs. C'est-à-dire que augmentée, là il faut préciser, peut-être tout le monde ne sait pas. Voilà, c'est-à-dire vous aviez votre téléphone, vous lisiez le livre, et puis sur la page 4, vous rajoutiez un commentaire avec votre téléphone, ou alors si vous aviez un ordinateur à disposition. Et c'était un livre papier ? C'était un livre papier, maintenant il est aussi en numérique. Donc en fait, ça montrait bien d'ailleurs que vous pouvez un livre et qu'il y a plusieurs interfaces de lecture. Vous pouvez d'ailleurs commencer à le lire sur votre téléphone et puis finir sur l'iPad et puis continuer à la plage avec le livre papier, qui n'est pas une opposition. Donc ça, c'était un des points qu'on avait vu. Mais le point que je voulais dire, c'était surtout que vous aviez ce livre que j'avais écrit, qui vaut ce qu'il vaut. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'autour, vous voyez, de chaque page, vous avez eu un peu des excroissances quelque part. Ces discussions qui ont commencé à enrichir le livre. Alors des fois en rajoutant des images, en rajoutant des vidéos, qui venaient des auteurs eux-mêmes, à tel point que au bout d'un moment, en fait, la masse rajoutée d'informations par les dialogues qui sont arrivés, elle s'approchait presque de la masse initiale du livre. Et donc ça, c'est assez intéressant parce qu'à mon avis, c'est extrêmement significatif de ce qui va se passer dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'il y a, du fait de la machinisation du livre, vous vous retrouvez dans une situation où il est possible, en fait, de voir comment le livre est lu, de contribuer en fait à son enrichissement, et l'usage du livre, pour la première fois, va devenir une valeur marchande ou une valeur d'enrichissement. Et ça va être, dans les modèles commerciaux du livre, un des grands points d'interrogation. C'est à partir de quand on va considérer en fait que ces augmentations, ce travail intellectuel, ce travail de pollinisation qui est fait par les lecteurs du livre, va devenir important dans la chaîne économique du livre et comment ça va influencer sur le prix du livre éventuellement. Donc ça, c'est assez important. C'est vraiment cette idée de dire, qui est vraiment nouvelle de ce point de vue-là dans l'histoire du livre, c'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans une situation d'auteur qui communique de manière unidirectionnelle vers des lecteurs. Vous proposez un trajet en tant qu'auteur, et il se passe à partir de là beaucoup d'autres formes d'enrichissement, de pollinisation. C'est la question de la propriété intellectuelle et de la gratuité. Je crois qu'on était obligé de venir là-dessus. Non, vous n'êtes pas d'accord ? La question de la gratuité. C'est pas forcément la question de la gratuité immédiatement, c'est la question globalement de ce nouvel écosystème et de l'importance qu'on va donner à ces trajectoires de lecteurs dans l'économie du livre. David Emonin. Oui, alors deux choses. Je pense que M. Vandenberg avait quand même raison tout à l'heure en faisant une dichotomie actuelle entre le grand public et le monde académique, mais je rejoins aussi l'idée je porte l'idée que le monde académique a quelques années d'avance et ce qui s'y passe va se passer dans le public bientôt. Et ça nous amène à la co-autorité, en fait, la notion d'auteur en disparition. Il est arrivé un phénomène que vous avez peut-être suivi, j'ai vu ça encore tout à l'heure sur le web, dans des blogs spécialisés. Lorsqu'il a eu son Goncourt, Houellebecq, La carte et le territoire, c'est le dernier en date, avait dans son livre utilisé un certain nombre de pages de Wikipédia. À ce titre, et pour cette raison, un blogueur qui n'a pas apprécié certaines attitudes de l'éditeur, etc., a décidé de publier ce livre en Creative Commons,
donc de le scanner, de le mettre directement en ligne gratuitement. Alors évidemment, Flammarion ne s'est pas laissé faire et les choses, tout le monde se fâche, mais ça pose même la question de Michel Houellebecq est-il encore un auteur s'il utilise des pages de Wikipédia Donc le problème est vraiment réel aujourd'hui, y compris dans la littérature, y compris dans la fiction. Et je pense que d'un point de vue positif, vu de l'autre côté, nous sommes tous des auteurs. Je suis un auteur moi-même. Tout le monde contribue à cette immensité de savoir et inversement. Vous avez peut-être vu que des études sociologiques et anthropologiques montrent qu'aujourd'hui, donc on dit que Google nous rend idiots, le web devient une extension de la mémoire et finalement aujourd'hui, quand on pose une question à quelqu'un, plutôt que de se souvenir, il mémorise la réponse, il mémorise le chemin pour retrouver la réponse sur Internet. On ne connaît plus l'information, mais on sait où elle se trouve. On sait où elle se trouve. Et en fait, les gens visualisent la page d'accueil de Google quand on leur pose une question. C'est ce qu'appelaient les Digital Born Natives. Voilà. C'est ce que citait Claire Clivat tout à l'heure. Jeannette Frey puis Pierre-Yves Buard sur cette question de l'autorité. Est-ce qu'on dit ça comme ça, autorité? Je trouve assez peu démocratique de dire quand il y a vraiment beaucoup de gens qui sont auteurs, où tout le monde est auteur, alors tout à coup c'est une perte de l'authorship. Pas du tout. C'est pas parce qu'on est beaucoup à être auteur aujourd'hui que le terme d'auteur disparaît. C'est vrai que le morcellement, l'atomisation en fait de l'œuvre quelque part dans le numérique amène aussi la dématérialisation, on pourrait dire ça comme ça aussi. L'atomisation, c'est-à-dire que vous pouvez être auteur d'une toute petite pièce de texte sur le web. Et ça fait que beaucoup de gens peuvent être aussi auteurs. Il est plus facile d'être auteur si vous pouvez rédiger 3 phrases et puis signer, plutôt que si vous devez faire une monographie et puis attendre 2 ans qu'elle soit publiée. Donc ce morcellement amène qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être auteurs. Ça c'est en fait de l'électronique, et ça pose évidemment aussi des questions de droit d'auteur, mais aussi positives. C'est-à-dire que dans le passé, peut-être, il y a beaucoup de gens qui auraient pu avoir des droits d'auteur, qui ne les réclamaient pas parce que ce n'est pas eux qui avaient fait le bouquin à la fin. Ça, c'est des choses qu'on voit dans certains contextes scientifiques actuellement, par exemple avec la publication des données primaires de la recherche, où tout à coup, on constate qu'il y a des gens, par exemple, dans les laboratoires, c'est des laborantins qui font les recherches. Dans le temps, ils n'étaient pas cités comme auteurs. Mais aujourd'hui, si vous faites un article scientifique et que vous publiez l'article avec les données de la recherche derrière, il y a des auteurs pour les données primaires de la recherche aussi. Pierre-Yves Buard. Oui, moi sur la notion d'auteur, je pense qu'on est dans l'exemple de Frédéric Kaplan, c'était intéressant justement parce que effectivement il y a cette pollinisation par les lecteurs qui, de mon point de vue, restent des lecteurs, même s'ils participent activement au débat et même s'ils enrichissent le contenu. Au départ, il y a tout de même un auteur initial, vous en l'occurrence, qui tient un propos, et ce propos, finalement, la seule différence, c'est effectivement que le lecteur peut faire valoir son droit à l'intelligence et son droit à la parole. Et donc, il peut effectivement critiquer le propos, etc. Est-ce que pour autant, donc on aboutit finalement à un ensemble de notes marginales, en quelque sorte, qui aboutissent à un contenu? Est-ce qu'on a là une œuvre collective? Est-ce qu'on a là... la question, c'est le statut de cet ensemble d'annotations, finalement. Et est-ce que, s'il fallait éditer ça, personnellement, je serais bien embêté. Si on me dit que chacun des auteurs de notes doit apparaître sur la page de couverture, par exemple, je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais pardonnez-moi d'insister, mais moi qui suis évidemment pas spécialiste de cette matière-là, on parle bien de la matière scientifique quand vous dites pollinisation. Est-ce qu'on peut polliniser le texte d'un grand auteur? Enfin, moi, je ne vois pas comment on fait les choses. Est-ce qu'on peut polliniser Proust? Est-ce qu'on peut polliniser Houellebecq? Bien sûr, oui. Vous pouvez mais comment fait-on alors? Un roman policier, vous lisez un roman policier qui vous passionne, qui se passe en Bretagne, vous allez géolocaliser par exemple chacun des lieux dans lesquels vous repassez dans le village. Oui, mais on reste dans l'ajout, on reste dans pardonnez-moi d'utiliser le terme, c'est un peu gadget par rapport à l'œuvre en tant que telle. Non, la lecture, c'est pas gadget. Ce qui se passe chez le lecteur et la manière dont il peut contribuer à l'édifice qui lui est proposé, et en tant que lecteur, pas en tant qu'auteur, on est bien d'accord, c'est pas quelque chose de Est-ce que ça vaut pour la littérature? J'insiste, j'ai l'impression de mener un combat d'arrière-garde face à vous, mais c'est un peu comme le cinéma en 3 dimensions. Est-ce qu'une œuvre de Bergman en 3 dimensions est plus belle qu'une œuvre de Bergman en 2D? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a un avis sur cette question-là? Moi, je ne vois pas très bien ça face à la littérature. Alors, bien sûr qu'on pourra avoir quelques ajouts, savoir où se passe l'œuvre, des petites vidéos, etc.
longtemps je me suis couché de bonne heure. Bon, mais qu'est-ce que ça va donner sur l'iPad de plus que ça? Est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question-là? Christian Vondendorf, vous cherchez? Mais là, si vous prenez Proust, eh bien, je crois qu'on n'ajoute pas à Proust, mais on peut le commenter, par exemple. Et les commentaires enrichissent la lecture qu'on va en faire. Quand je lis les commentaires qui ont été faits sur tel passage de Proust, j'enrichis ma lecture. Donc, et c'est le cas pour toutes les grandes œuvres qui ont été commentées. On est d'accord que ça ne change pas l'œuvre en tant que telle. Ça change la lecture qu'on en fait. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est pas, on ne divinise plus l'œuvre. On dit l'œuvre, elle n'existe que dans un rapport interactif avec le lecteur. Ouais. Donc le lecteur réclame sa part. Et le commentaire qu'il peut lire sur tel passage qui va amener à ce qu'il en fasse une lecture différente est aussi important, je dirais, que l'œuvre elle-même. C'est-à-dire qu'il y a l'œuvre qui est l'étincelle, et puis il y a tout le feu de Bruce qui va s'allumer dans son esprit grâce aux commentaires et à ses propres contextes de réflexion. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce qui vient d'être dit? Frédéric Kaplan. Quand vous lisez, en fait, vous le sentez, c'est-à-dire vous avez ces deux temps. Vous êtes dans l'immersion, vous plongez comme ça pendant quelques pages, vous suspendez votre jugement, vous êtes en train d'être coulé complètement dans les mots de l'auteur, et puis vous remontez à la surface et vous respirez un coup. Et c'est dans ce moment-là où vous viennent des idées, où vous dites mais ça c'est drôle, ça me fait penser, alors peut-être à quelque chose qui n'a rien à voir, et après vous replongez. Et c'est une espèce de natation en fait. Hein. C'est pour ça qu'on est. Oui, mais j'éprouve ça aussi. Oui. Voilà. Et puis vous avez différents types de mers. Vous avez des mers du Nord dans lesquelles vous mettez un pied, vous dites je ne reviendrai pas. Et puis après, si vous restez en fait assez longtemps, vous êtes tellement fier d'y être allé. Enfin bon, bref. On peut on s'égare un peu, non? mais sur le fond, on est actif dans ces moments-là. C'est un moment, on suspend notre jugement, et puis quelques secondes après, on se dit mais c'est quand même, ça me fait penser à ceci, ça me fait penser à cela. Ben, pour la première fois, ce moment, c'est lire et lier, ce moment de liaison. En fait, vous pouvez tout d'un coup cesser d'être un moment éthéré qui est juste transitoire pour le cristalliser. Et ça, vous le voyez pendant la lecture même, pas après la lecture. Vous le voyez pendant la lecture. Pendant ces micro-pauses, pendant la respiration dans très la bien. lecture. Pascal Vandenberg. Non? Oui, les métaphores sont très belles, il a raison. La mer du Nord, ça vous parle, non? Même à 25, elle est froide pour moi. Non, ça c'est intéressant. Je réfléchissais sur la notion d'auteur. En fait, finalement, la notion de droit d'auteur ou de propriété de l'œuvre est quelque chose d'assez récent. En réalité, si on regarde plutôt le monde de la musique au XVIIIe siècle, Handel écrit quelque chose, un autre va s'en inspirer, ils vont se le renvoyer, ils vont enrichir. Ça existe depuis très longtemps, cette forme-là. Après, on invente le droit d'auteur et le plagiat. Je dis Houellebecq ou les autres, plus récemment, on a vu encore dans la presse aujourd'hui, quelqu'un qui a pompé, comme on dit. Le problème, c'est de ne pas le dire. Le problème, c'est de ne pas le dire, mais de dire, comme Régine Desforges, quand elle fait la bicyclette bleue, je rends hommage à Margaret Mitchell, ça, c'est élégant. Et il n'y a pas eu de procès. D'accord. Pas que je sache. En tout cas, elle ne l'a pas perdu, elle serait... Bon. Voilà. Donc ces questions d'auteur existent depuis longtemps. Après, on peut aller vite sur les notions de gratuité. Oui. Ça, c'est strictement un autre sujet. C'est un peu le même débat, vous l'avez dit, que la musique, effectivement. Ça a changé le rapport, ça a fait disparaître les maisons de disques, ou la plupart. L'échange se fait différemment. Est-ce que ce débat-là, on est déjà en train de l'avoir pour la littérature ou pour le monde du livre papier? Il y a quand même une différence, puisque l'excellent Philippe Nantermont, qui s'est encore commis sur la radio suisse romande dimanche soir face à Jean-Marc Roberts, qui a parlé de la librairie comme lieu unique, donc vous connaissez certainement l'excellent valaisan de service, qui compare en permanence la musique et le livre. Vous n'êtes pas d'accord? En disant, oui, il y a peut-être plus de disquaires, il n'y a plus de support, mais on n'a jamais arrêté d'écouter de la musique. Et quand on lui parle de droit d'auteur, il n'entend pas un message simple. C'est qu'un musicien aujourd'hui, il a deux sources de rémunération. Il a l'enregistrement et il a la scène. Et d'ailleurs, on voit bien la conséquence sur la scène, et on a le débat tous les étés, c'est le prix des billets. Oui. Du coup, les sources de revenus du live doivent augmenter pour que l'auteur, le créateur, puisse continuer à exister. Amélie Nothomb, sur scène, je ne suis pas sûr que... Vous voyez, encore que peut-être c'est pas le bon exemple. Bon, voilà, on a que sur scène. Très bien, votre point de vue. Alors, peut-être opérons là de nouveau la même subdivision que tout à l'heure. Est-ce que pour le monde académique, le monde universitaire, la gratuité
dans ces humanités digitales doit être le nouveau dogme ou le nouvel horizon. Autrement dit, le travail d'un chercheur, le travail d'un étudiant est un patrimoine commun et il faut le rendre gratuit. Pierre-Yves Buard, vous qui êtes aux presses universitaires de Caen, qu'est-ce que vous pensez de cette notion de gratuité par rapport cette fois-là au travail des chercheurs, au travail académique? Par rapport au travail académique, moi il me semble pas saugrenu. Alors c'est pas moi qui vais dicter les lois et qui vais obliger les chercheurs à diffuser gratuitement leur contenu évidemment, mais il me semble pas choquant que le travail de fonctionnaire d'État soit rendu public en open access. Voilà. Après il y a nécessairement des contraintes économiques et des contraintes économiques élémentaires qu'il faut prendre en compte aussi. Donc une des possibilités justement c'est de jouer sur la complémentarité de ces supports et d'en rendre certains gratuits et d'autres éventuellement payants, des formes enrichies par exemple. On peut très bien envisager vendre un livre papier qui va justement présenter, je reviens dessus, des qualités de lecture et des qualités d'autonomie énergétique qui sont pour l'instant en tout cas inégalées, des qualités de lecture aussi qui sont inégalées, et puis par exemple rendre accessible gratuitement la page web correspondante qui va reprendre exactement le contenu, page web sur laquelle on pourra ajouter des commentaires, des idées qui éventuellement n'auront rien à voir, voilà, et puis enrichir comme ça, jouer sur la complémentarité de ces différents supports justement pour prendre soin de ne pas répondre tout de suite, en tout cas, à la question de la gratuité. Parce que vous n'avez pas encore la réponse définitive. Ça me paraît délicat. Une fois de plus, c'est difficile de faire des augures de cette manière-là. Moi, là, tout de suite, j'ai pas de réponse sur la gratuité. J'ai un avis dessus, mais j'ai pas de réponse institutionnelle. Moi, ça me semble pas totalement saugrenu d'imaginer diffuser des contenus scientifiques gratuitement sur les réseaux. D'accord. Bon, c'est déjà une réponse. Nos deux bibliothécaires, Monsieur Mona ou Madame Frey, sur cette question. On n'a peut-être pas tout à fait la même opinion pour ça. Pour moi, la gratuité, j'aime pas tellement les débats sur la gratuité parce que, en fait, tout coûte toujours. Donc, comme la presse, vous avez raison, oui. Oui, ça finit toujours par coûter. Ça dépend si ça se voit ou pas, et ça dépend qui paye. Donc, en fait, je préfère parler des différents business models qui sont sous-jacents à la publication scientifique, grand public, etc. Et là, on a des situations que je trouve assez intolérables actuellement, en fait, parce que justement dans le domaine scientifique, on a des publications qui sont excessivement chères, surtout du côté des périodiques, même s'ils sont électroniques et pas du tout imprimés, d'ailleurs, alors que justement les auteurs, eux, n'encaissent rien et sont payés par l'État, on dirait, ou par les universités en principe, ou bien par des fonds de recherche. Alors qu'on a par exemple, on a une presse qui est gratuite, ou bien qui tend à être gratuite, alors qu'elle est écrite tous les jours par des professionnels qui doivent être payés. Je ne vous le fais pas dire. Non. Oh, pardon. Bien sûr, c'est valable aussi pour la télé. Et on a le livre grand public qui actuellement est encore quelque part, je pense... Donc il n'y a pas de gratuité. Donc il n'est pas gratuit, il coûte, mais je comprends bien qu'on défende aussi le fait qu'il y a des gens derrière qui doivent être payés quand il y a quelqu'un qui doit être payé derrière. Donc on a des situations qui sont très contradictoires actuellement, qui sont dues en fait à des marchés qui sont très biaisés dans ces secteurs académiques. Vous pensiez ne pas être d'accord avec M. Monin, c'est vrai ? Lui, c'est un communiste. Vous pouvez sortir, messieurs, dames, c'est bon. Bon, après tout, libérons le livre. La mise en commun du texte via la tablette numérique, c'est un peu le communisme de l'édition, non ? Voilà, je dirais que donc je félicite les pirates de Welbeck qui vont ruiner le grand capital et affamer les affameurs. Et je me réjouis que chacun soit maintenant auteur. Et puisse contribuer chaque matin par des tweets et des blogs, des posts sur les blogs, à la grande connaissance humaine, c'est sûr. Plus sérieusement, ce dont on est en train de parler, c'est de la chaîne du livre. C'est-à-dire que entre l'auteur et le lecteur, comme on l'a dit... Monsieur Van de Dorp appellerait ça écosystème, je crois. Peut-être, et l'esprit. Il y a donc un processus de production, un processus industriel de distribution, de diffusion, de mise en forme, de création, de sélection, de purification, de nettoyage, qui est fait par les éditeurs, qui est fait par ensuite l'éditeur dans son travail d'éditeur avec l'auteur, donc de coach, on va dire. Et là, ce travail est toujours très important. Et puis ensuite, on a le travail de mise en forme et de production et de diffusion, où là, il y a des enjeux terribles aujourd'hui, et effectivement, que ce soit le prix unique du livre ou le prix des revues scientifiques, on est dans peut-être des gros délires
économique, où là, effectivement, mon côté communiste fait que je ne suis pas du tout content. Alors, comment vous faites vivre les chercheurs qui écrivent dans ces revues Ils sont déjà payés parce que dans les revues, un chercheur qui publie donc un article scientifique... Tout le monde est d'accord sur cette... est payé par son salaire, c'est-à-dire que c'est son travail de faire de la recherche. Monsieur Van den Dorp, quand vous publiez... Il ne gagne rien d'autre que la C'est vrai ? Tout à fait, par définition, l'académique, l'universitaire qui publie ses recherches ne touche rien. Il remet son article, il le soumet à telle revue qui est adaptée, qui a un certain niveau de visibilité, et où il espère que son article sera accepté et publié. Tout ce qu'il gagne, c'est la reconnaissance, la notoriété dans le milieu de ses recherches. Là, vous vous rejoignez, alors, monsieur Monin. Alors, le problème, c'est que dans certaines de ces revues sont vendues dans des paniers par les éditeurs qui vendent aux bibliothèques très cher parfois, mais excessivement cher. Il y a des revues, surtout dans le domaine des sciences dures, mais ça évolue un peu aussi vers les sciences humaines, mais dans les sciences dures, il n'est pas rare d'avoir une revue dont l'abonnement coûte 15 000 ou 20 000 francs par an pour un abonnement. Et donc là, on a affaire à un modèle d'affaires qui est un peu prédateur. C'est-à-dire qu'on a un éditeur qui va chercher la production intellectuelle de personnes qui ont été payées par ailleurs, par des subventions, etc. Et on a un éditeur qui profite de cela pour le revendre après avec un bénéfice de 1000 ou 10 000%. Enfin. D'accord. Monsieur Monin, vous êtes d'accord avec ça ? Alors oui, malheureusement, disons qu'il y a plusieurs couches. Et donc, dans les éditeurs, il y a une partie de l'édition qui est très très positive, avec des spécialistes qui savent analyser ces publications. Ou dans la littérature de fiction, on a aussi un bon éditeur, ça c'est une valeur inestimable. Mais je dirais qu'après, tout le système de production et de capital et de profit qui vient derrière est peut-être lui à remettre en cause. Et sans doute que l'évolution numérique et la fin du livre est liée aussi à ces éléments de changement de modèle de coût, de modèle de profit. Je ne sais pas ce qui va se passer. Sans doute une diversification. Il y a un modèle qui me plaît énormément, dont j'ai entendu parler récemment cet été. Le grand hit aux États-Unis, ça a été la location de manuels universitaires. Donc vous pouvez... Via l'écran ? Non, papier. Papier. Donc c'est pour dire qu'on avait connu avec la diffusion du livre et la vente du livre tel qu'on l'avait donc inventé au XIXe siècle et développé au XXe, l'idée qu'un auteur s'adresse à un éditeur, l'éditeur imprime et vend, diffuse, et puis les libraires vendent. On peut aussi trouver tout un tas de modes de diffusion, et c'est là que ça devient très intéressant de voir ce qui va se passer désormais. Donc $50 pour louer un livre de chimie pendant 6 mois, au lieu de le payer $124, c'est ce qui est possible aux États-Unis. Oui, et ça paraît assez intéressant. Frédéric Kaplan, faites-nous un peu rêver, vous qui travaillez avec Bookapp, vous avez créé Bookapp, cette application notamment sur iPad qui permet tout un tas de choses absolument fabuleuses. À quoi ressemblera l'ustensile sur lequel nous lirons des livres ? Je crois que vous êtes en train d'étudier ce que vous appelez le Mac du 21e siècle, le Macintosh du 21e siècle. Ça va ressembler à quoi ? On va avoir affaire à quoi dans 5, 10, 15 ou 20 ans ? Est-ce que vous pouvez... Dans l'histoire du livre numérique, où il y a 2 formes, en fait, 2 modèles pour le livre numérique. L'un qui part de l'idée en fait que le livre va être une ressource décrite, dans laquelle je décris ce que c'est qu'un livre dans un langage standardisé, et à partir de là, ce livre va apparaître de différentes manières, selon que je vais le lire sur un téléphone, sur une tablette, selon que je vais l'imprimer à la demande. Donc vous avez cette espèce de vue d'une description standardisée du livre qui se déploie sur des interfaces de lecture différentes. Donc ça, c'est une des voies qui est aujourd'hui extrêmement poussée, parce qu'elle va vraiment dans l'esprit du web, l'esprit encyclopédique, l'esprit d'Internet, c'est l'esprit d'ouverture, etc., et de standardisation et d'interopérabilité. Alors, il faut réaliser que dans cette voie-là, on perd beaucoup de choses du savoir-faire qu'il y avait sur le livre papier. En particulier, dans un livre papier, vous avez cette connexion intime entre le support et le contenu. Ce que Jeannette Frère a montré, c'est vraiment la preuve. Un éditeur peut décider de faire un livre complètement nouveau qui intègre les mots et la forme du livre de manière complètement nouvelle. C'est absolument impossible dans le monde du livre standardisé, dans lequel le livre doit être interopérable et on ne sait pas comment on va le lire. Donc, il existe une autre branche qui
de livres machines, parce que les deux sont des livres machines, mais il existe une autre branche de livres machines dans lequel ce sont des livres qui ne sont pas interopérables, qui sont des livres fermés et qui fonctionnent sur du matériel particulier, par exemple un livre qui va fonctionner spécifiquement sur un iPad, spécifiquement sur un iPhone, spécifiquement sur un... Et à quoi ressemble-t-il alors ce livre non interopérable? Il ressemble en fait au livre pop-up, mais il prolonge, parce que c'est une machine en fait que vous avez montré, on prolonge ces notions-là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir contrôler complètement l'expérience du lecteur en ayant un livre, alors évidemment, qui est animé en partie, dans lequel il se passe des choses étonnantes, peut-être dont les pages changent au fur et à mesure que vous le lisez, peut-être en fait son contenu va être différent selon l'endroit où vous êtes. Donc vous pouvez, à partir de ces livres applications, construire des expériences de lecture complètement nouvelles. Et ça, c'est une des voies intéressantes du livre électronique. Mais vous voyez qu'il y a une tension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le livre électronique, il part dans ces deux directions. Cette manière d'inventer des livres complètement nouveaux, mais il va falloir quand même un certain temps. On a vu pour l'imprimer, pour sortir de la copie du strict, on va dire, du manuscrit, ça a pris entre 30 et 50 ans pour commencer un tout petit peu à innover sur la forme. Là, ça fait 2-3 ans. Il faut un peu laisser le temps. En parallèle, vous avez la notion du livre standardisé, lisible partout, absolument dans son époque et dans l'esprit d'ouverture, mais pas forcément très innovant. Donc c'est ça l'enjeu. Alors c'est toujours difficile de prédire le futur, mais il faut réaliser qu'on est un peu dans cette alternative et on va observer deux branches en fait dans cet arbre de l'évolution du livre et il faut voir quelle est la branche la plus prometteuse et ça va dépendre de critères économiques. Et le livre papier, face à cet arbre-là, ce sera un petit buisson à côté? Alors ça dépend, c'est-à-dire que par rapport aux utilisations, il est clair en fait que vous avez deux types d'utilisation. Vous avez des utilisations qui sont immersive de la lecture, dans lequel, comme le bon roman, que Christian Van Dorp a beaucoup exploré, ce sont les héritiers de ce mode de lire qui est la plongée, dont on parlait tout à l'heure. Et puis vous avez cette nouvelle manière de lire, qui est une manière d'ailleurs qui était d'ailleurs avant les romans déjà actifs, qui est cette mode beaucoup plus active. Donc, après chaque paragraphe, je me demande, est-ce que peut-être je continue cette lecture ou est-ce que je passe à lire autre chose? Est-ce que je suis ce lien? Donc une espèce de lecture active, agile, discontinue, fragmentaire. Et il ne s'agit pas ici de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Les deux ont leur qualité. Mais le point, c'est que vous voyez que ce n'est pas exactement la même expérience en fait, de lecture. Et j'y viens. Le point, c'est que voilà, les formes aujourd'hui, si on imagine que le livre va se standardiser, va devenir une ressource encyclopédique, eh bien, toutes les formes qui s'approchent aujourd'hui de cette lecture active eh bien, vont basculer sur le numérique ou ont déjà basculé. Les dictionnaires, les encyclopédies, les guides de voyage sont en train de le faire, etc. Donc ça, c'est des formes très, très amenées. Et la lecture cursive restera plus papier. Et la lecture immersive, donc le roman, le livre pour enfants, qui propose une... Oui, ou le livre en 3 dimensions, magnifique, que vous nous avez présenté tout à l'heure. Ou bien elle reste en papier, ou bien elle explore l'autre voie du livre numérique, qui est ce livre machine, mais qui propose aussi, comme le livre papier, une expérience intégrée qui ne vous promet pas. Donc voilà grosso modo ces deux grandes catégories, la catégorie de la lecture agile et par rapport à la catégorie de la lecture c'est très immersive. clair, je crois. Madame Frey, ça vous tente, cette catégorisation du livre-là? Alors en tout cas, ça me tente énormément comme un produit, mais comme on parlait de la gratuité avant, je me dis, mais ça va coûter un saladier, ça. Parce que au lieu d'avoir une histoire, par exemple, j'ai été fascinée par votre livre application là qui aurait des histoires différentes suivant où on se trouve. Eh ben, quelqu'un a dû rédiger différentes histoires derrière, donc il va passer beaucoup plus de temps dessus. Oui, c'est clair. Oui. La Bible de Gutenberg a coûté très cher aussi. Enfin, l'histoire du livre, c'est l'histoire de grands investissements. Et c'est vrai, mais ceci dit, vous mettez le doigt exactement sur le point crucial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut, tout le monde parle d'inventer les livres nouveaux, inventer les livres qui font rêver, etc. Ça coûte cher. Il n'y a pas forcément nécessairement derrière les audiences massives qui vont vous faire ce retour sur investissement. Claire Cliva citait l'exemple d'Al Gore. Ben voilà, ça c'est un bon exemple. Al Gore, il peut se payer un beau livre et parce qu'il le fait foncièrement, parce qu'il n'est pas dans un esprit forcément de retour sur investissement, mais par rapport à une cause politique. Donc là, il y a un grand enjeu pour les éditeurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui ont envie d'investir dans ces nouveaux livres et qui ne peuvent peut-être pas le faire. Et si c'est le cas,
si finalement cette voie, comme le CD-ROM en son temps, hein, parce que le CD-ROM c'était aussi cette promesse, la promesse de livres complètement nouveaux, sauf que ça coûtait cher à faire et qu'il n'y avait pas énormément de gens pour les lire et que donc c'est pour d'autres raisons aussi, mais la voie est morte. On va aller vers le livre standardisé qui a beaucoup de vertus aussi. Mais qui n'a pas ce niveau de créativité, mais qui, lui, est entièrement automatisable. Il y a une règle qu'il faut garder dans l'esprit, c'est ce qui est entièrement mécanisable finit par être gratuit. Ce qui coûte cher, c'est l'humain, c'est la créativité, c'est l'enrichissement et le travail humain. Et à partir de là, on arrive à analyser les modèles commerciaux. On ne peut pas ne pas la nommer, puisqu'on en a parlé encore aujourd'hui, suite à la démission de son fondateur, Steve Jobs. Apple, l'iPad, système que beaucoup déplore comme étant fermé, et je crois que tout le monde est à peu près d'accord avec moi autour de cette table. On parle encore de ça aujourd'hui. La tablette principale, c'est l'iPad, c'est Apple, c'est l'histoire des applications. Système fermé, je voyais encore début août cette plainte collective des éditeurs comme Simon & Schuster, comme Penguin, les principaux éditeurs anglo-saxons, plainte contre Apple, accusés d'entente cartellaire. Apple et ses éditeurs. Et ses éditeurs accusés d'entente cartellaire, etc. Il y a Amazon qui est dans l'histoire aussi. Est-ce qu'on peut casser ce système fermé, mais dont nous sommes tous les utilisateurs, mis en place par Apple? Est-ce qu'il le faut? C'est pas parce que c'est un système fermé qu'il y a ce procès, c'est pas pour ça. C'est à cause de la montée des prix. C'est parce qu'avant l'arrivée d'Apple sur le marché du livre numérique, Amazon, par une politique de dumping, a réussi à s'approprier 80% de part de marché du livre numérique aux États-Unis, à peu près. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'absence de réglementation totale ne crée pas de la concurrence, mais du monopole dès lors qu'on y met les moyens pour tuer la concurrence. Attendez, quand Apple, moi, l'information importante de Steve Jobs quand il a sorti l'iPad, c'était pas qu'il sorte cette tablette, c'était qu'il annonce simultanément qu'il avait signé un accord avec 3 grands groupes d'édition en s'engageant à respecter un certain niveau de prix. Ce qui a obligé Amazon à mettre un genou à terre. Et le consommateur américain, du jour au lendemain, ne payait plus certains livres $9,90, mais 15, 16, $17. Et le consommateur, il n'était pas content. Mais le consommateur, il raisonne sur un profit immédiat en n'imaginant pas ce qu'un monopole sur le livre chez un seul acteur représente pour la diversité. C'est ça le sujet. Et Apple fait la même chose en réalité aujourd'hui en obligeant les fournisseurs, les libraires par exemple en ligne, qui veulent passer par une application Apple, à verser 30% de commission sur les ventes. On est dans du business, on n'est pas dans la culture. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut casser ce business plan? Est-ce qu'on peut y arriver? Il faut réglementer les choses. Comment? Quelqu'un a-t-il la marche à suivre? Christian Vandendorp. Bon, personnellement, mon habitude de vivre de l'autre côté de l'Atlantique m'incite à rejeter complètement l'idée d'une régulation autoritaire des prix comme on l'a en France, où on a un prix obligé. Je suis absolument ahuri de voir les discours des éditeurs français, Gallimard en tête, dire « Ah oui, mais ça coûte cher, c'est pas parce que c'est numérisé qu'on va pouvoir le vendre moins cher. Peut-être vous allez faire une économie de 10%, peut-être 20% au max. » Mais je trouve ça complètement ahurissant. Alors que le livre, c'est un fichier numérisé, il n'y a pas de frais de distribution, de transport, de papier. Comment justifier que la baisse du prix soit seulement de 20%? Alors, comment contourner ça? Moi, je dis déjà, les prix que Amazon pratiquait étaient des prix déjà trop élevés. Pour la plupart des gens, ce sont des prix trop élevés. Si on veut que le public adopte, mais de façon massive, l'achat de livres en ligne via le Kindle ou le iPad, il faudrait que les prix descendent en dessous de $10, quelque chose comme 5 ou 6 ou 7 francs. Et à ce moment-là, on peut avoir des achats impulsifs, c'est-à-dire on entend parler de tel ouvrage qui vient de sortir, on se dit « Ah, mais ça m'intéresse, je l'achète. » Clic, clic, je l'ai. Et après, peut-être qu'on en lira seulement un chapitre, ça m'est arrivé des tas de fois, et on dira « Non, finalement, je fais une erreur. » Mais ce n'est que 5 ou 6 francs, donc je peux me le permettre. Mais si c'est 15, 20, 30 francs, ben là, je ne le fais pas. Et donc, cette politique, je dirais, qui est typiquement française, d'avoir un ministre qui dit « on va légiférer sur les prix et interdire à quiconque de vendre moins cher tel ouvrage », moi, je trouve que c'est une façon qui, en fait,
tue en réalité le livre français, hein, et qui va faire que de plus en plus les gens vont acheter l'ouvrage en anglais, vont l'acheter ailleurs. David Emonin. Oui, alors à la fois je vous comprends et en même temps je pense qu'on voit bien des visions du monde qui s'opposent. On est dans des rationalités différentes parce que le prix unique du livre en France, et je souris aussi beaucoup parce qu'il y a beaucoup de... On ne va pas faire le débat sur le prix unique, hein, mais ça donne tellement... Il y a eu assez d'émissions de radio là-dessus. Disons que parce que le prix unique a pour objectif au départ de préserver un univers culturel. Alors certes, il protège des chasses gardées, c'est un peu une prébande, ça évite à certaines personnes ou à certaines industries de se remettre en cause. Mais surtout, ce qui a été peut-être mal vu par les gens qui ont inventé le prix du livre, qui n'avaient pas anticipé, c'était la grande concentration et le grand capitalisme qui est arrivé. Comme l'a dit M. Vandenberg tout à l'heure, le capitalisme, c'est le monopole. L'objectif, c'est le monopole, c'est être le plus gros, tuer les autres. Ah, vous êtes un peu communiste, hein, c'est vrai. Et quand on est là, après on fait ce qu'on veut. Et donc c'est ce qui est arrivé, ou c'est ce que veulent faire, ce qu'a fait Microsoft. Enfin, je n'invente rien. Ça fait partie de la théorie économique. Il faut relire l'anti-manuel d'économie, vous verrez, c'est écrit. Donc c'est vrai que le risque, ou tout ce qu'on doit faire, ce n'est pas limiter les prix des choses et objectivement demander aux gens de payer tel prix ou tel prix, c'est de dire il ne faut pas qu'il y ait un monopole et surtout il faut ne pas être naïf. Derrière les groupes d'édition aujourd'hui, derrière le monde de l'édition, il y a des groupes financiers industriels mondiaux. Je pense à Hachette qui ne fait pas que des livres, qui appartient à une société qui ne fait pas que des livres. Oui, ils font des armes aussi. Oui. Très beaux missiles qui marchent très très bien en Libye et ailleurs. Ces gens... C'est pas le sujet non plus ce soir. Donc ne soyons pas naïfs. Quand vous achetez un très beau livre et vous le lisez, derrière, il y a peut-être des gens qui sont en train d'essayer de faire de l'argent avec ça. Et ils ont raison, c'est normal. Mais c'est là que la régulation, je pense, honnête et droite, doit permettre la diversité. Je ne sais pas s'il faut un prix unique, mais il faut une diversité. Il faut que les différents modèles existent et que l'argent aille dans les bonnes poches, c'est-à-dire celles des auteurs, à mon avis. Et là, on remonte sur l'histoire du droit d'auteur et du 19e siècle, où le droit d'auteur est d'abord quelque chose, et la gratuité. Le droit d'auteur, aujourd'hui, est un système de protection, non pas des auteurs, mais des éditeurs, c'est-à-dire de ceux qui font le business. Bon, très bien. Ça, c'est un débat politique qui nous amène sur d'autres rivages. Je vois bien où vous voulez venir. Pierre-Yves Buard, sur cette question d'Apple. Juste une remarque, ce n'est pas tous les éditeurs. Oui, pas vous, voilà. Non. Et donc, juste pour revenir sur ce que vous disiez sur le fait que le passage à l'électronique supprime quasiment tous les coûts de distribution et de diffusion, ça ne me semble pas tout à fait juste. Alors effectivement, quand on s'appelle Gallimard, si ils font un magasin en ligne sur leur site web, il y a des chances qu'il y ait du monde qui passe. Si je fais un magasin en ligne sur le site des presses de Caen, je ne suis pas sûr que vous alliez voir spontanément. Donc je vais faire appel à un distributeur qui va, lui, centraliser plusieurs éditeurs, qui va effectivement pouvoir vendre les fichiers électroniques. Donc ça aura un coût, il faudra rémunérer ce distributeur. Donc c'était juste pour revenir un petit peu. Et puis sur la gratuité, enfin... J'aime pas beaucoup non plus ce débat-là. Je voudrais effectivement préciser que quelqu'un paye toujours systématiquement, même si c'est pas le lecteur au final. Et il y a beaucoup de modèles, effectivement, en particulier dès qu'il s'agit d'innovation, où ça va être l'éditeur, par exemple, ça va être l'université, ça va être l'État français, par exemple, dans mon cas, qui va mettre la main à la poche pour essayer de trouver des solutions de lecture, cette fois avec une dimension business qui va être nettement en retrait par rapport à la dimension de diffusion des savoirs et à une dimension plus culturelle. Et dans ces cas-là, effectivement, le modèle qui est celui qui existe, c'est le modèle du producteur-payeur. C'est-à-dire que c'est effectivement une communauté, par exemple, étatique, qui va mettre la main à la poche. On peut très bien imaginer la même chose avec des systèmes privés, quoi. Donc c'est cette notion de gratuité, effectivement, il faut avoir toujours en tête que quand on consulte un contenu en open access, ça ne veut pas dire que personne n'a payé, quoi. Très bien, bon, vous n'êtes pas tous d'accord, on l'a vu. Il est 8h15, un peu plus. Il nous reste une petite demi-heure. Je vous remercie de rester encore quelques instants pour répondre aux éventuelles questions du public, qui est assez nombreux ce soir, que n'auront pas manqué de susciter les diverses interventions de nos invités. Alors, je ne sais pas si quelques personnes veulent revenir peut-être sur le sujet d'ouverture. Est-ce que oui ou non il faut poser le problème en ces termes-là, sur la notion de gratuité, sur le livre papier. Qui veut intervenir? Ne levez pas la main tous en même temps. Ah, voilà. Alors, je vais passer dans les rangs, et puis... Ah, quelqu'un qui y va? Quelqu'un va me donner un coup de main. Voilà, je viendrai vers vous, monsieur, tout à l'heure, parce que vous êtes plus proche de moi. Monsieur, c'est à vous. Bonjour. Merci. Les invités vous écoutent. Plein de choses auxquelles je ne pensais même pas. Je voulais juste revenir sur la pollinisation.
Vous parlez de ces gens qui rajoutent des commentaires, des tweets sur les livres, etc. J'en possède un, donc je vois ce qu'on peut Parlez faire. un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Et je me demandais si on ne pourrait pas faire une différence, parce que quelqu'un qui fait un livre complet, c'est un ouvrage. Et vous m'avez fait penser, quand vous parliez, à un architecte. Alors, si un architecte fait une maison, s'il y a des gens qui vont coller des post-it, on va dire qu'ils sont architectes. Voilà, ils changent la fenêtre, il y en a une qui va en mettre une bleue, l'autre une rose. C'est pas un architecte. Alors, cette indifférenciation entre celui qui crée un ouvrage, ou une œuvre, ou comme on veut, et ceux qui font des commentaires, ou même qui apportent quelque chose pour améliorer l'ouvrage, j'ai de la peine encore à voir comment on peut mélanger en tant qu'œuvre, enfin en tant que créateur, quelque chose. Ouais. Tout le monde n'est pas auteur, quoi. Voilà, tout le monde n'est pas auteur. Vous voulez adresser votre question plus particulièrement à Frédéric Kaplan, peut-être, ou qui veut répondre? Mais je crois que c'est Frédéric Kaplan et puis M. Van den Dorp après. On est bien d'accord, et plus que ça, c'est-à-dire que vous avez effectivement une première œuvre qui est une espèce de Parthénon que fait l'auteur architecte, et puis autour il va se passer un certain nombre de choses. Là où c'est absolument clair qu'il ne faut pas appeler ces gens des auteurs, et d'ailleurs il faut probablement différencier beaucoup ce qu'on entend par commentaire, parce que commentaire, c'est pas du tout clair ce que c'est. En pratique d'ailleurs, il y a probablement en fait des dizaines de métiers spécifiques de lecteurs et des dizaines d'envies spécifiques. Vous allez avoir un lecteur que ce qu'il aime, c'est trouver en fait les erreurs dans un livre. Ah, mais ça, il a dit la bataille de machin en 1700 trucs, ah, quel imbécile, etc. C'est ça qu'il aime faire. Très bien. Vous avez une autre personne qui, ce qu'il aime, c'est retrouver les lieux, aller les géolocaliser sur un système d'information. C'est un autre métier. Vous avez des personnes qui se font des résumés de chapitres. C'est un autre métier. Vous avez des personnes qui trouvent en fait justement le plagiat, qui trouvent des références implicites qui auraient dit là, ce paragraphe, ça m'a l'air d'être quand même très très proche d'un autre livre que j'ai lu. Donc vous voyez en fait, imaginez un peu une espèce de ruine, enfin oui, parce que c'est finalement ça un livre. C'est un truc qu'on visite, c'est un peu comme le Parthénon. Vous allez là, vous dites ah moi j'ai bien aimé, hein, et puis quelqu'un d'autre vient et là bah ouais moi j'y suis allé aussi, j'ai bien aimé. Maintenant, ce qui va se passer, c'est la création d'un chantier en fait autour du Parthénon, avec des petites baraques dans lesquelles chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Et croyez-moi, commentaire, c'est un mot vraiment polysémique dans lequel il va y avoir des dizaines finalement de métiers différents. Et ça, c'est du temps, c'est de la valeur, et ça va rentrer en compte dans le modèle commercial du livre. Mais il faut rétribuer cet homme-là ou cette femme-là à terme, juste méditer sur les cartes. Méditez ce qui s'est passé sur les cartes. J'avais commencé par ça. La carte, c'était un objet payant qui est devenu gratuit, avec un modèle, parce que vous regardez ces modèles comme si c'était des choses complètement exotiques. C'est Google, c'est d'autres. C'est des modèles commerciaux qui, dans certains cas, fonctionnent. Alors, pas toujours, mais ce qui est produit par les activités intellectuelles des utilisateurs et des lecteurs dans ce cas, ça a de la valeur, et ceux qui comprendront comment monétiser cette valeur sont capables de proposer des modèles commerciaux. Mais qui rémunère ça alors? Et justement, quel est le business model de cette monétisation de cet ajout-là, puisque ces gens-là sont aussi auteurs ou co-auteurs ou apportent leur pierre à cet édifice, à ce Parthénon-là? Comment matérialise-t-on ce travail, cette propriété intellectuelle? Est-ce qu'on pense à ça? Est-ce que vous pensez déjà à ça? Alors, il y aura plusieurs réponses. Il y en a des gens qui vont le faire sur le profilage, hein, parce que c'est le modèle commercial aujourd'hui. C'est le modèle d'Internet, là. C'est-à-dire, je vous donne gratuit du contenu qui avait beaucoup de valeur. En échange, vous me dites ce que vous faisiez avec. D'accord. C'est le modèle commercial, quand même, de l'Internet qui fonctionne aujourd'hui. Enfin, qui fonctionne, pardon. Donc, évidemment, on ne va pas passer du jour au lendemain vers ce modèle-là. Et on a du mal à imaginer comment. Et il y aura beaucoup de pertes si on passe vers ce modèle-là, éventuellement. Mais c'est pas quelque chose d'exotique. Le plus grand scanner de livres aujourd'hui est basé entièrement dans son économie sur ce modèle. Très bien. Alors, monsieur, on a répondu à votre question. Enfin, j'espère que oui. Je vous prête mon micro, mais vous me le rendez à la fin. Oui, bonjour. Je me permets de rebondir sur une question, sur un problème qui a été abordé par monsieur Emonin. On se souvient du chemin pour aborder à l'information, on ne se souvient pas de l'information elle-même. Qu'advient-il si ce chemin disparaît? Quelle est la pérennité garantie de l'information électronique? Et auquel cas où elle disparaît, comment reconstitue-t-on l'information qui a disparu? David Desmoulins.
Merci, monsieur Rod. Bonsoir. Alors, je n'ai pas la réponse. J'ai lu encore ces derniers jours aussi, je disais beaucoup ces derniers temps, le rapport annuel de la BCU, le rapport annuel de ma voisine. Oh, j'ai un lecteur, je suis contente. Sous forme papier et très pratique à lire et qui parle d'un projet BCU 2035 et qui évoque la vaste question de l'archivage pérenne, de l'information produite, des données, de ce qu'on a numérisé, de ce qu'on a fabriqué. Et c'est un des enjeux à la fois techniques, commerciaux, industriels, informatiques les plus importants que nos sociétés pour l'instant n'ont pas encore bien abordés. Soyons optimistes, les politiques comme les financiers vont rapidement comprendre qu'il y a quelque chose à faire parce qu'ils seront poussés par les chercheurs et les citoyens, mais aujourd'hui il n'y a pas de bonne réponse à l'archivage ou en tout cas à l'accessibilité pérenne et permanente des données. Il y a des initiatives très importantes qui ont été prises comme Internet Archive ou comme de grands projets d'hébergement de documents numérisés Antitrust aux États-Unis, qui sont un conglomérat d'universités américaines qui en est à 9 millions de volumes scannés, qu'ils essayent de conserver avec les bons moyens. Donc ils font les choses et aussi avec Google, bien sûr, ils se sont alliés à des partenaires importants. Donc les choses sont en route, mais peu de choses sont encore en place. Mais là, je laisse la parole à Jeannette, qui, elle, a mesuré justement la lacune ou la distance entre de ce dont elle a besoin aujourd'hui et ce que le canton ou l'État ne propose pas encore. Bon, la question de l'archivage pérenne du numérique, c'est une grande question, vous le savez aussi. Je crois qu'on la pousse devant nous depuis quoi, 20 ans, 25 ans. Le problème étant que je crois que pour convaincre c'est une question qui est difficile de faire atterrir dans le politique parce que la pérennité, c'est après une législature, donc on peut toujours la laisser au prochain. Donc on la pousse devant. Ça change vraiment autant que ça selon les gouvernements, les différents gouvernements cantonaux? Non. Et pas internationaux non plus. Il y a relativement peu de pays au monde qui ont une réelle politique d'archivage pérenne déjà aujourd'hui. Est-ce que les politiques ont une vision de ça? Pardonnez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'ils savent vraiment de quoi il s'agit? Je pense qu'en général, pas particulièrement, non. Mais surtout aussi, ils craignent énormément les coûts. Ça a un coût, justement, oui. C'est-à-dire pour l'État aussi, qui finit par mettre à disposition des choses gratuitement, eh ben, les choses ont un coût derrière. Et on sait que l'archivage pérenne du numérique, ça engendre évidemment des coûts qui doivent être payés par quelqu'un. Donc effectivement, c'est une question qu'on aborde en Suisse. Je crois qu'on a une situation qui n'est pas trop mauvaise. Par exemple, ici, pour tout ce qui est littérature scientifique, quand même, sur le campus, on a un archivage à moyen terme qui est proposé. On est en train de discuter pour l'archivage pérenne, réellement d'après les modèles OAIS avec le réseau roman des bibliothèques. Donc c'est une question qu'on peut régler, mais c'est une très grande question et une qui demande justement quand même un investissement assez long et constant, disons, du côté de la politique aussi. Est-ce que c'est plus cher de conserver du numérique que du livre papier? Oui. Ah, je ne m'attendais pas à une telle réponse. Voilà. David Desmonins, même avis, même expérience. Monsieur, je vous prête le micro aussi. Bonjour, j'ai 56 ans, je suis professeur de philosophie à Lausanne. Quand je regarde ma musique, j'ai mes vinyles de ma jeunesse, j'ai mes CD, j'ai 3 iPods successifs depuis 10 ans qui sont pleins de musiques différentes et qui me ramènent en quelque sorte à des épisodes de ma vie. Tout ça est actuellement accessible. Quand je regarde ce que je pourrais appeler ma pinacothèque, j'ai mon fichier de cartes postales rassemblé dans les musées de tous les continents. J'ai les livres d'art que j'avais reçus quand je faisais de la critique d'art, donc j'ai pas mal de livres d'art. Et j'ai maintenant les sites dans lesquels on trouve des reproductions extraordinaires pour faire des PowerPoint pour mon enseignement. Et tout cela est parfaitement accessible et reste accessible. Si je regarde les livres, je vois exactement le contraire. C'est-à-dire que les livres que j'ai, s'ils ne sont pas les véritables bons vieux livres du XXe siècle, qui sont véritablement cousus avec du beau papier, ils se disloquent.
Et aujourd'hui, il est impossible de trouver dans le fond du seuil, par exemple, autre chose que des livres de poche pourris qui vont coûter 25 francs pour se désagréger à la première lecture. Donc tout cela est inaccessible. Les livres que je rêvais d'acheter quand je serais grand, quand j'étais petit, sont inaccessibles. J'ai trouvé un volume d'Auguste Comte que j'avais négligé d'acheter à 20 ans, je l'ai trouvé à Chicago. Il a été retardé à cause du blizzard. Mais c'était visiblement le seul exemplaire des œuvres d'Auguste Comte qui était accessible quelque part dans le monde. Et grâce à l'Internet, j'ai pu trouver ce volume. Je le tiens, je l'ai. Il est arrivé malgré le blizzard. Donc, on a l'impression d'une catastrophe du livre. J'ai acheté, il y a 10 ans, un CD-ROM avec les pensées de Pascal, le manuscrit. Inaccessible parce qu'il était sur le système classique et le CD-ROM, tout simplement, je l'ai toujours, mais je ne pourrais plus l'ouvrir parce que mon Mac classique ne s'ouvrira plus. Donc, on se trouve devant un sentiment de désagrégation du livre qui est extrêmement propre à cette sphère culturelle à laquelle je tiens beaucoup, mais j'exprime mon malaise. J'ai les œuvres de Platon, j'avais commencé d'acheter les œuvres de Platon reliées aux belles lettres. En 2002, la maison a brûlé, comme vous savez, le stock a entièrement brûlé, avec si peu de regrets de la part des belles lettres qu'on a l'impression que c'est eux qui ont mis le feu. Et depuis lors, on peut acquérir des espèces de photocopies jaunâtres dont le dos est collé et dont en fait, le passage du XXe siècle, voilà. Alors, j'ai une impression de crise qui s'étend du livre au CD-ROM, à l'Internet, et en fait, d'un sentiment de désagrégation totale de l'objet livre. Merci pour votre lyrisme. Qui veut répondre à ce commentaire ou à cet état d'âme face à la désagrégation du livre? Au moins, je dirais, c'est la preuve qu'il faut tout numériser et tout mettre sur le web. C'est-à-dire dans un format qui est vraiment universel. Le CD-ROM a été un format de transition, vraiment une erreur, disons. Ça faisait partie des incunables, hein, vous savez. Et donc, oui, ça a été une erreur, mais aujourd'hui, ce qui est sur le web est accessible. Et le nom de domaine Google ne va pas disparaître demain. Hein, je l'espère. Hein, et c'est là que vous pouvez trouver, que vous aurez des chances de retrouver une belle édition de Platon. Ou la British Library met également en ligne de magnifiques éditions d'ouvrages de leur fonds. Et j'espère que ça va se multiplier. Et on a maintenant accès à une manne de reproduction de très haute qualité. En ligne. Vous numérisez tout et vous donnez des iPads gratuitement à tout le monde. Comment fait-on? Non, mais c'est une vraie question, ça. L'ordinateur à $100, ça fait 15 ans qu'on nous le promet. Je ne sais pas s'il existe encore, s'il existe déjà. Il y a le coût énergétique. Si, ça existe. Répondez à cette question précisément. On numérise tout. Vous pouvez quand même acheter maintenant un petit ordinateur notebook pour $300. Tout le monde n'a pas les moyens. Encore un peu moins. Tout le monde n'a pas les moyens. Et la panne d'électricité? Non, mais la panne d'électricité, vous avez une batterie, donc il ne faudrait pas que la panne dure plus de 10 heures. Là, votre iPad est mort. Non, mais l'accès au savoir. Tout le monde n'a pas Internet, tout le monde n'a pas l'iPad, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir tout ça. Dans ce sens-là, le livre de poche est corné, jauni. Oui, mais enfin, ça reste quand même une valeur sûre, non? Il faut tout numériser. Je vois bien la boutade, mais au-delà de la boutade. Je dirais, imaginons qu'on ait une politique aussi agressive, pour employer un terme anglais, que les Coréens. La Corée du Sud a décidé de fournir en iPad les écoliers. Hein, parce qu'au fond, les manuels scolaires que vous empilez dans un sac d'écolier, ça pèse, ça coûte cher. Et si vous multipliez ça sur 2-3 ans, vous payez un iPad facilement. La démonstration est faite. Bon. Je crois qu'il y a une question tout là-haut, monsieur. Oui, bonsoir. Hein, oui. D'abord, une petite réflexion. On est quand même dans un monde où tout le monde travaille sur Internet, les emails, etc. Or, un email de plus de 3 phrases est rarement lu. Ce qui me paraît un peu un paradoxe facile, je vous l'accorde, mais entre tout ce qu'on a entendu un petit peu des possibilités suppose pour chacun et chacune d'entre nous un temps fou. Et on a une accélération à travers les nouvelles technologies, accélération de la communication avec les collègues, avec la famille, etc. etc. Ça s'accélère, mais en même temps, il faut encore plus de temps et beaucoup plus de temps pour faire tout ce dont on parle comme projection à l'avenir. Ça me paraît un peu un paradoxe, je ne sais pas comment
chacun et chacune survit avec tout ça. J'ai une question. J'ai actuellement en cours 2 ouvrages didactiques, ce n'est pas de la littérature, concernant une expérience professionnelle, peu importe laquelle, et que je réserve à des professions, à 2 catégories de professions. Ma question, et je suis venu ce soir en me disant, est-ce que je fais un livre papier, est-ce que je fais un livre numérique? Ou 2, parce que j'ai 2 projets. Ah, vous êtes en train d'écrire, oui. Je suis en train d'écrire. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que ça va donner? Numérique, je ne vais pas avoir à chercher un éditeur, ça ne va pas durer 2 ans. Il y a des avantages et inconvénients de tous les côtés. Mais finalement, je me dis, en écoutant aussi tout ce qui est proposé comme interactivité, la pollinisation, etc., je vais faire un livre papier, 2 livres papier, où je mets la substance de ce que j'estime devoir dire. En même temps, j'ouvre 2 blogs avec les mêmes titres que les 2 livres, en disant, dans les bouquins, vous pouvez mettre vos commentaires, des exemples, des critiques, que je me charge de filtrer. Vous voyez ce que je veux dire? La partie interactive est sur des blogs, alors que le bouquin papier va continuer et il ne sera pas édité sur le numérique. Hein. Oui. Et ça veut dire en fait que je sépare l'interactivité du livre. Autrement dit, les gens qui ont lu le livre peuvent réagir sur les blogs. Et si les blogs, les gens qui lisent les blogs trouvent ça très intéressant, se dire on va acheter le livre. Très bien. Qui veut répondre? Peut-être Frédéric Kaplan. Est-ce que ce monsieur a raison de procéder de la sorte ou... D'abord, trouvez-vous un éditeur. On a besoin d'éditeurs. C'est la question du papier ou du numérique est complètement indépendante de la question de l'éditeur. Il y a le fait que quand on écrit mieux en équipe. Et le bon éditeur, évidemment, est celui qui saura vous accompagner dans ce processus-là, et y compris dans cette réflexion, d'ailleurs, de quelle forme donner au livre, parce que c'est finalement ça, le rôle de l'éditeur, c'est d'aider un auteur qui a envie de dire quelque chose et de l'amener à trouver la forme la plus appropriée pour ce qu'il a envie de dire. Voilà. Et donc, et après, oui, il n'y a pas de choix forcément à faire. On peut avoir le papier interactif, le papier, on le pose. Enfin, tout ça sont des objets. Hein, donc, j'ai mon livre imprimé, j'ai mon téléphone à côté ou mon ordinateur à côté, et à partir de là, je choisis le degré d'interactivité que je souhaite avoir et d'échange, de dialogue que je souhaite avoir. Mais ça dépend évidemment du propos, et ça, c'est une question éditoriale. C'est pour ça qu'on a besoin... Enfin, juste un mot général, parce qu'on a besoin de tous les éléments de la chaîne du livre dans le processus. On a besoin de gens pour aider les auteurs à faire des livres, on a besoin de gens pour aider les éditeurs et les auteurs à les vendre, et voilà. On a encore besoin de libraires, Pascal. Oui, enfin non, je voulais juste rebondir sur ce que dit Frédéric, parce que tout à l'heure on disait tout le monde auteur, moi je réponds oui, mais où est le lecteur? Et on nous vend aujourd'hui cet accès direct de l'auteur au lecteur, en oubliant, je ne parle pas du libraire, je parle justement de l'éditeur. On a tendance à penser que l'éditeur c'est un imprimeur. Alors, en anglais, il y a 2 termes, hein, il y a editor et publisher. Donc on fait la nuance entre l'éditeur qui fait le travail d'édition avec l'auteur et qui va le questionner, qui va le creuser, qui va le torturer, on va dire, pour faire un livre qui ressemble à quelque chose. Ce regard extérieur, il est indispensable, me semble-t-il. Peut-être pas pour aux ouvrages ou des chercheurs qui sont formés à ça, qui sont encadrés déjà quelque part, encore que, je ne sais pas, ça dépend de type de travaux de recherche, mais en tout cas, je parle des autres et de la grande masse des livres qui sont publiés aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé dans l'édition et on publiait des livres, notamment dans la collection Repères à la découverte, avec beaucoup d'universitaires. Et c'était des commandes, en général, à des enseignants. Et on lui demandait de ne pas écrire une ligne avant qu'on soit tombé d'accord sur la table des matières et le déroulement et le découpage de son livre. Ce travail-là, aujourd'hui, de l'auteur au lecteur, il disparaît. Et quelque part, quelle est la qualité, quelle est la garantie, quel est le label professionnel du livre qui est proposé au lecteur? Si on en revient à la question de la librairie, je crois que vous l'avez cité tout à l'heure, Jean-Marc Roberts, éditeur et auteur aux éditions Stock aussi, dit qu'il faut, après le prix unique, considérer le lieu unique du livre, sous-entendu, pour en vendre, c'est la librairie, alors la librairie physique. Bon, Pascal Vandenberg, j'imagine que vous êtes... Juste un mot là-dessus, c'est-à-dire que quand vous êtes assez d'accord avec lui, j'imagine. C'est pas une question d'être d'accord ou pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un éditeur comme Jean-Marc Roberts, qui vend de la littérature générale, il faut savoir qu'aujourd'hui, les éditions Stock, qu'il dirige, c'est en France la maison d'édition la plus ancienne, existante encore, hein, portant son nom d'origine. Il a aujourd'hui un certain nombre de nouveautés et un certain nombre de livres de fond. Quand vous vendez en ligne, vous vendez soit de la nouveauté, soit du fond déjà identifié
ou des livres que le client sait ce qu'il va vouloir chercher. La librairie, elle est une vitrine pour l'éditeur. Le livre est positionné d'une certaine manière, scénographié d'une certaine manière et accompagné par un message, et c'est là qu'est le rôle du libraire. Et aujourd'hui, un éditeur comme Jean-Marc Roberts, il a besoin du libraire pour ça. Donc il ne s'agit pas de préserver les anciens métiers qui disparaissent. Il s'agit simplement de dire un éditeur, pour promouvoir sa production dans sa globalité et pas vendre juste un best-seller par an, a besoin derrière d'un deuxième professionnel qui va faire le travail. Il sort 60 000 nouveautés par an en langue française. Évidemment, aucun libraire n'achète tout ce qui sort. C'est déjà une sélection. Et les fonds sont sélectionnés en fonction d'un type de besoin. Ça, c'est un élément indispensable. D'accord, voilà pour la notion de librairie. Alors, il y avait une question de madame au fond et puis monsieur avec le t-shirt blanc juste après. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Et puis, qu'y aura-t-il après le livre? Alors, bon, personnellement, c'est une réflexion. Je pense que le livre, c'est plus une question de support, comme on en a parlé. Mais surtout, je pense que ce qui a été discuté ce soir, c'est ce qu'il y aura avec le livre. Donc, toute cette histoire de partage des connaissances avec les tweets, les commentaires. Et ça, je trouve ça assez formidable. Donc, ça, c'est une réflexion. Puis une question par rapport au médiateur, que j'appelle médiateur de l'information, M. Monin, Mme Prey, et puis même M. Van Adlark, c'est la position des utilisateurs, des clients, vis-à-vis du livre électronique, du e-book. Je sais qu'à la BCU, ils ont prêté des tablettes électroniques. L'an dernier, ça s'est fait. Je voulais avoir un petit peu un feedback par rapport à ça. Est-ce que vous prêtez à l'EPFL? Comment ça se passe? Et éventuellement aussi la réponse des clients pour Payot. Voilà. Merci. Qui veut répondre? Merci, madame. Alors, si vous faites référence au test de e-book, vous pouvez les tester d'ailleurs encore ce soir sur les stands aussi. Très différent d'un e-book à l'autre, parce que justement le livre est une chose complexe, il y a un contenant, il y a un contenu, et on voit bien que les différents appareils se prêtent pour différents publics. Le Kindle d'Amazon avec l'encre électronique qui rend que du noir-blanc, en fait, on s'est rendu compte que c'est un engin qui s'adresse plutôt à des grands lecteurs de romans, parce que pour peut-être même des personnes un petit peu plus âgées, pas les jeunes freaks de l'électronique, parce que ces personnes-là, elles veulent peut-être partir en voyage et lire 20 bouquins, et ça pèse très lourd. Et puis aujourd'hui, on ne peut plus tellement emporter de bouquins dans les avions, donc eux, ça les arrange de lire comme ça. Par contre, c'était pas un monstre succès, je dirais, du côté de la lecture académique, donc chez les étudiants. Le iPad, ça c'était, c'est toujours pareil, bon, c'est Apple, il y a le buzz. Quand on a eu ces iPads, le jour où ils sont sortis aux États-Unis, on les avait ici. Alors c'était rigolo de voir à l'Unitech, j'ai vu des grappes d'étudiants faire des photos avec leur iPhone, avec le iPad ensemble, comme ça, pour probablement ça mettre sur Facebook. Donc celui-là, alors c'est indubitable, il est un monstre succès. Mais par contre, je doute un petit peu qu'ils servent essentiellement à lire. Ah, voilà. Donc je pense qu'à mon observation, ils servent surtout à regarder des films. Merci. Il nous reste 3 minutes. On prend encore une question de monsieur en blanc. On vous approche le micro. Merci. En fait, il y a un enjeu qu'on a peut-être assez peu survolé ce soir. Bon, il reste 3 minutes. Hein. C'est celui de la liberté en fait, du lecteur. À savoir que quand un livre, on achète un livre papier, enfin quand on souhaite acheter un livre papier, on peut d'abord choisir la librairie dans laquelle on veut acheter son livre. Ensuite, une fois qu'on a fait l'acte d'acheter le livre, on peut en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut le lire, ne pas le lire, on peut le prêter, on peut même le vendre, on peut le détruire, on peut le conserver, on peut choisir de le conserver pour ses enfants ou ses petits-enfants. On peut faire énormément de choses. Et, avec un livre électronique, où je ne parle pas forcément du support, hein, je ne parle pas forcément de l'e-reader, mais plutôt de l'e-book, donc le fichier électronique, on a une liberté qui, somme toute, est assez restreinte, puisque il y a des canaux de distribution qui sont maintenant très, comme Amazon ou bien Apple, qui sont des grands canaux de distribution.
et ils vont se prendre le monopole. Et ensuite, on ne peut pas forcément se prêter les livres, parce qu'ils sont protégés par des DRM, des systèmes de protection des droits. On ne peut pas non plus penser pérenniser cet achat, parce que sans doute que la plateforme ou le format va disparaître avec le temps. On ne peut pas le vendre. On a alors là formellement l'interdiction de le vendre. Donc en tant que lecteur, il faut savoir qu'un des grands dangers pour le lecteur, c'est la perte de sa liberté de lecteur. Merci de cette question. Alors, juste un mot là-dessus, parce que je rejoins complètement ce qui a été dit. Les DRM aujourd'hui sont un Digital frein. Rights Management, Voilà, c'est ça, c'est ce qui pas, bloque le... On ne peut pas le prêter 50 fois, le livre, ouais. Effectivement. Ça, c'est vraiment un inconvénient pour le développement du marché numérique. Et puis, vous avez raison, et on l'a vu dans différentes enquêtes qui ont été faites, le consommateur, pour raisonner consommation de livres, a l'impression de moins être propriétaire du livre quand c'est un fichier numérique. Et on l'a vu, je ne sais plus quel livre, c'était aux États-Unis sur Amazon il y a 2 ou 3 ans. Amazon avait commercialisé des livres et finalement n'avait pas le droit de les commercialiser. Et ils ont disparu de la bibliothèque des lecteurs. C'est un peu comme si pendant que vous dormez dans votre salon, on vient vous enlever les livres de votre bibliothèque. Et ça c'est possible avec le numérique. C'est y compris d'ailleurs avec les livres interdits. Vous achetez un livre, il est interdit le lendemain, vous l'avez acheté physiquement, vous l'avez. On ne va pas vous envoyer les commandos pour le récupérer. David Donc Monin. il y a une vraie question de propriété et d'usage, effectivement. Et en bibliothèque, cette question est... très très importante, c'est celle parce qu'elle rejoint la question du prêt entre bibliothèques. Dans le monde analogique et papier, une bibliothèque pouvait prêter à une autre bibliothèque un livre pour son lecteur qui le lui demandait. Avec les livres électroniques actuellement dans les modèles d'achat, c'est très très difficile, sinon interdit. Mais je pense que ça nous ramène à la question aussi de l'année zéro, en tout cas de la préhistoire du modèle électronique, du prix, de la formation du prix du modèle économique, lorsque tous les livres vaudront 5 francs sous forme électronique, avec l'achat d'impulsion, les droits se libéraliseront sans doute aussi, on sera beaucoup plus souple, mais effectivement on vit une époque assez noire sur la restriction de l'accès à l'information et à la liberté, comme vous le dites. Je suis obligé de comprimer un peu les timings. Pierre-Yves Buard et ensuite Christian Wendendorf, et après on s'arrête. Sur les DRM, il n'y a rien qui oblige à en mettre déjà, et en fait il y a une grande librairie en France qui s'appelle Dialogue, qui a fait des expériences qui est devenu éditeur aussi, et qui diffuse aussi des e-pubs, et c'est assez intéressant le retour de leur expérience. Plus ils mettent de DRM, plus ils passent de temps en service après-vente pour expliquer aux gens comment réussir à lire, c'est-à-dire que les gens achètent leur livre, et les DRM les empêchent de le consulter alors qu'ils ont tout payé, donc ils passent un temps fou au téléphone. Donc je pense qu'on va aller tranquillement vers des systèmes de protection un peu plus souples. Et juste sur le livre c'était 1984 d'Orwell, me semble-t-il, ce qui... En plus, c'est pas neutre. Ils n'ont pas choisi n'importe lequel. Quoi. Christian Wendendorf. Oui. Bon, il y a toute la question des droits d'auteur. À mon avis, la question du copyright est à revoir, mais vraiment de fond en comble. L'autre aspect pour le prêt en bibliothèque, à Toronto, la bibliothèque publique prête des livres numériques à ses usagers. Voilà, je crois que la question est tranchée par cette réponse-là. Merci infiniment. On m'a demandé de rendre l'heure à peu près à 20h45, il est 20h47. Claire me demande aussi de vous signaler que juste dehors, dès 21h, il y aura encore des animations pour conclure ce colloque consacré aux humanités digitales. Je rappelle, Jeannette Frey, vous êtes directrice de la Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne. Christian Wendendorf, professeur de littérature française à Ottawa, au Canada. Merci d'avoir fait le voyage. Frédéric Kaplan, chercheur à l'EPFL, directeur et fondateur de Book App. David Monin, directeur de la bibliothèque de l'EPFL. Pascal Vandenberg, directeur des librairies Payot. Et Pierre-Yves Buard, des presses universitaires de Caen. Merci infiniment pour votre interactivité, pour votre interaction aussi avec le public. Et bonne soirée.